Bon, ben, je vous remercie à tous d'être présents. Donc, on est 30 participants à ce webinaire. Donc, je pense qu'il y a quelques personnes qui vont arriver là. Donc, Monsieur Landois va nous parler de la gestion de compétences. Il est consultant entreprise pour les départements 29 et 22 à l'APEC Bretagne. Bon, il complétera tout à l'heure. Et donc, la CCIMBO propose normalement des réunions dans les pépinières d'entreprise qu'elle anime, donc au Four, à Saint-Renan et à Plabennec. Mais bon, en raison du contexte sanitaire, ce semestre, les réunions ont lieu à distance. Et le prochain webinaire aura lieu le mardi 18 mai. Il sera animé par Monsieur Pascal Corr, qui est à la Matmut. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va laisser la parole à Monsieur Landois. Et puis, donc, on va couper tous les micros. Sinon, le support de Monsieur Landois vous sera adressé par mail après-midi ou demain. Et puis là, son intervention est enregistrée et donc sera disponible sur la chaîne YouTube de la CCIMBO. Donc voilà, bon webinaire. À vous, Monsieur Landois. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, vu qu'a priori je n'ai vu que des dames. Enchanté. Nous allons aborder cette matinée, donc on va être ensemble pendant 2 heures. Je vais vous proposer une animation pendant 1 heure, 1 heure et demie. Je vous proposerai à certains moments, à sa transition, un moment d'échange et de questions. Et puis autrement, on aura un grand moment de questions et réponses à l'issue de cette animation. On va parler de compétences. Compétences parce que c'est un enjeu de société, un enjeu majeur dans nos entreprises, dans vos entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise, même la PMI, PME ou même l'entreprise à 1 salarié. Parfois, c'est compliqué. Je suis en train d'essayer de faire des rénovations dans ma maison. Quand je vois qu'on me donne des délais d'intervention pour premier semestre 2022, voilà, je comprends bien que les entreprises ont des difficultés à recruter et à recruter quoi? Des compétences. Donc, on va essayer de voir comment et pourquoi identifier vos besoins en compétences, pourquoi c'est une nécessité. Bon, j'ai été présenté, je suis à l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, mais je suis aussi consultant en conférence sur le sujet du patrimoine humain, qui est un sujet qui me tient à cœur depuis une trentaine d'années et sur lequel je fais de la recherche, et on va en parler tout à l'heure. Et puis j'enseigne à l'IAE de Brest en Master RH pour former nos futurs gestionnaires des ressources humaines. Mais ça, c'est pas le plus important. Alors, nous sommes en pleine révolution industrielle. Elle a commencé il y a déjà entre 5 et 10 ans. On ne peut pas dater vraiment le début d'une révolution, mais elle est là. Elle est tout à fait catégorisée, identifiée. Elle a même été définie par un monsieur qui s'appelle Klaus Schwab, qui l'a définie. C'est le fondeur du World Forum économique de Davos. Et donc, dans son bouquin de 2016, où il reprend toutes les données du travail qui ont été fait pendant ce forum de Davos, il lançait le fait que la 4e révolution était lancée. Alors, qu'est-ce qui caractérise une révolution industrielle? Une révolution industrielle est caractérisée par un fort besoin de main-d'œuvre et surtout, fort besoin de nouvelles compétences. Parce que justement, c'est une révolution, donc c'est un changement. D'accord? Sauf que la 4e révolution industrielle est un petit peu différente des autres. Pourquoi? Parce que les premières révolutions industrielles, surtout les 2 premières, étaient plutôt axées sur on prend de la main-d'œuvre peu qualifiée que l'on fait entrer dans les entreprises pour travailler à la chaîne. Donc ça ne demandait pas beaucoup de compétences pour travailler sur une usine à la chaîne. Rappelez-vous, Charlie Chaplin, les temps modernes, voilà. C'était ça, c'était la caractérisation de ça. Aujourd'hui, la 4e révolution industrielle, on parle de quoi? On parle de robotisation, d'intelligence artificielle, de big data, de cybersécurité. On parle de tout ça. On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a pas été formé sur ces sujets-là pour aller travailler sur ces sujets-là. Or, cette révolution industrielle est en demande forte de main-d'œuvre sur ces métiers-là, donc de main-d'œuvre hyper qualifiée. Alors, on peut le savoir, on peut réfléchir aussi de se dire, mais oui, mais alors ça, c'est au dépend des main-d'œuvre les moins qualifiées. Ben oui, c'est toute la démarche qui est faite par le gouvernement, par les gouvernements depuis maintenant 2014,
avec la réforme de la formation professionnelle, avec les entretiens professionnels obligatoires, avec le CEP, le CPF et tous ces dispositifs qui font que l'objectif des différents gouvernements a été de faire monter l'ensemble des compétences de la France d'un niveau. Et je parle bien de l'ensemble des compétences. On ne peut plus se mettre à des niveaux, avoir des personnes peu qualifiées, parce que de toute façon, il y a des pays dans le monde, l'Inde, la Chine, qui ont des personnes tout aussi peu qualifiées que nous, mais qui coûtent moins cher. Donc aujourd'hui, être un pays où la main-d'œuvre peu qualifiée qui coûte trop cher, ça ne peut plus durer, donc il faut faire monter tout le monde en compétences. Donc voilà un petit peu une partie du décor. À ça, c'est ajouté une pandémie 2019, 2020 et 2021, qui n'a fait qu'accélérer toute cette révolution industrielle, c'est-à-dire que tout ce que devait prendre le temps de développement et autres est super accéléré. L'exemple le plus flagrant, je ne porte pas de jugement bien ou mal, j'amène juste un fait. Avant, il fallait 10 ans pour faire un vaccin, il a fallu 1 an pour en sortir un, et voire même 2, 3, 4, 5, 6 pour lutter contre la même pandémie. Donc vous voyez que passer de 10 ans à 1 an en une année, bah, c'est une accélération forte. Et cette accélération de tout ce qui s'est passé pendant cette année 2020 va faire qu'il y a des métiers qui vont changer, il y a des métiers qui vont muter, il y a des métiers qui vont, des activités qui vont se transformer, d'autres qui vont disparaître. Et donc, il va y avoir des mutations de compétences nécessaires. À ça s'ajoute une pénurie de main-d'œuvre. Vous avez la carte de France du taux de chômage au 4e trimestre 2020, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2020. Et si on regarde bien la Bretagne, hein, nous sommes à moins de 7% de chômage sur le Finistère. Nous sommes exactement à 6,7% de taux de chômage dans le Finistère. Je vous rappelle que quand on est à partir de 5%, on considère qu'on est en plein emploi. D'accord. C'est-à-dire que les 5% de personnes qui sont au chômage sont des personnes, ce qu'on appelle le chômage frictionnel, des personnes qui sont soit entre deux activités, qui sont parties d'une activité et qui sont là pendant quelques mois avant de reprendre une nouvelle activité qui est prévue, soit ce sont des personnes qui, malheureusement, sont sur une activité qui est en train de muter, qui a disparu, et ne sont plus suffisamment qualifiés ou plus suffisamment compétents pour retrouver un nouveau job, et donc vont devoir passer par la case formation pour retrouver un emploi. On est en plein dans cette période-là. Je peux vous parler d'une population que je connais bien, qui est la population des cadres, hein, vu que je suis à l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Le taux de chômage des cadres en mars 2020 était de 3,7% de taux de chômage, donc on était largement en plein emploi. Et maintenant, post-pandémie, c'est-à-dire janvier 2021, nous sommes à 5,2% de taux de chômage, donc nous sommes toujours en plein emploi. Voilà. Donc on a des postes à pourvoir sur les postes que moi je gère dans le Finistère, mais j'ai pas de candidat et il n'y a personne qui veut venir bosser chez nous dans le Finistère. Donc, mutation des emplois, et quand la reprise va reprendre, enfin c'est le cas de le dire, quand l'activité économique va reprendre, quand la vie un peu plus normale, moins confinée et moins sans couvre-feu va reprendre, quand on va réouvrir les vannes économiques, il va y avoir un appel d'air pour recruter de nouvelles personnes, et on va se retrouver dans un ralentissement parce que on aura du mal à trouver les bonnes compétences, parce que les compétences que l'on va rechercher vont être un peu nouvelles, vont avoir un peu changé par rapport à celles d'il y a 1 an ou 2. Alors, on va parler de bilan de patrimoine humain. Une entreprise, on parle souvent du bilan de l'entreprise, mais quand on parle de bilan, c'est toujours des euros, c'est du financier, c'est de l'argent. Sauf que l'entreprise, elle est constituée aussi de collaborateurs, que ce soit le dirigeant ou la dirigeante, mais aussi tous les collaborateurs qui travaillent dans l'équipe. Et ça aussi, ça a une valeur, parce que si ça a un coût qui s'appelle la masse salariale, ça a forcément une contrepartie. Quand vous passez une écriture comptable, n'oubliez pas que vous mettez une écriture comptable dans l'actif et dans le passif. D'accord? Donc là, c'est pareil. Si on parle de patrimoine humain, si on parle de compétences, il y a un coût, la masse salariale, mais il y a forcément une valeur qui est la valeur ajoutée que chaque collaborateur crée dans son entreprise. Donc, je vais partir d'un côté la ressource humaine et de l'autre côté la dette humaine.
La ressource humaine, qu'est-ce que c'est? Moi, je la caractérise avec une formule que j'ai empruntée à Einstein, E égale MC2. L'efficience d'un collaborateur, donc ça veut dire l'efficacité maximale d'un collaborateur, est égale à sa motivation, M, multipliée par sa compétence et son comportement, C2, compétence, comportement. Un collaborateur qui travaille dans une entreprise est forcément constitué de motivation, de compétences et au final, il est ce qu'il est, il a des comportements. Ça, on ne peut pas grand-chose. Mais on peut agir sur les motivations et sur les compétences. Je prends souvent cette formule. Vous pouvez avoir un collaborateur super motivé. S'il n'est pas compétent, ça ne donnera pas grand-chose dans votre entreprise. De même que vous pouvez avoir quelqu'un de super compétent. S'il n'est pas motivé, eh ben, ça ne donnera pas grand-chose au quotidien en termes d'efficacité et d'efficience. Et donc, on doit travailler sur ces deux sujets-là, et la motivation et la compétence. Aujourd'hui, les personnes qui changent de job le changent principalement sur des problèmes de motivation. On ne quitte rarement un job parce qu'on ne se sent pas compétent pour ce job-là. Parce qu'on se dit que si je ne suis pas compétent pour ce job-là, qu'est-ce que je vais trouver comme job dehors? D'accord? Dans une autre entreprise. Par contre, on quitte souvent une entreprise parce qu'on n'est pas motivé. Je m'entends plus avec mon patron ou ma patronne, mon manager m'enquiquine, j'aime plus mon métier, j'aime plus les locaux, c'est trop loin, j'ai trop de transport par rapport à ma vie personnelle, et ainsi de suite. Tout ça, c'est de la motivation. Eh bien, on doit jongler maintenant sur ces deux choses-là, mettre le collaborateur au plus haut niveau de compétence et surtout veiller à ce qu'il soit au plus haut niveau de motivation pour pouvoir être efficace, efficient dans l'entreprise. La motivation, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir gérer. C'est-à-dire qu'il va falloir s'intéresser à l'état d'esprit quotidien de ses collaborateurs et essayer de veiller à ce que le collaborateur soit dans les meilleures dispositions pour pouvoir travailler. La compétence, c'est le travail de toute une vie, de toute une collaboration entre des dirigeants, managers et des collaborateurs. On doit veiller à ce que le collaborateur soit toujours au meilleur niveau de compétence. Donc, le capital de compétences, la gestion de l'humain, la ressource humaine, qu'est-ce que c'est le bon capital de compétences disponible au bon niveau et au bon moment. Il y a une nouvelle notion qui est maintenant le juste à temps. On en parlera tout à l'heure, mais la compétence est une donnée volatile. Ce que je sais aujourd'hui ne me servira peut-être pas demain. Et ce dont j'aurai besoin demain, je ne sais même pas encore demain que j'en aurai besoin. Voilà, on en est là. Même des métiers qui se disent traditionnels et on fait toujours la même chose. Non, ça évolue. Le coiffeur, il ne fait pas le même métier aujourd'hui ou il ne le fait pas de la même façon qu'il le faisait il y a 5-6 ans. Je pensais, dans une discussion que j'avais hier après-midi, nos restaurateurs, les cuisiniers. Les cuisiniers qui n'ont pas travaillé depuis au moins 8 mois, quand ils vont réouvrir leur restaurant, ça va être comme un jour d'ouverture. Ils vont repartir à zéro parce qu'ils n'auront peut-être pas pratiqué. Et en plus, si en plus il y a l'affluence du public en se disant les restaurants rouvrent, il va y avoir afflux, on va avoir un coup de feu à gérer qui va être considérable alors qu'ils n'ont pas pratiqué pendant plusieurs mois. Donc, voilà, le bon capital de compétences au bon moment et au bon niveau. Donc, ça veut dire anticiper la ressource humaine. Parce que déjà, comme elle manque, je vais devoir anticiper de quoi je vais avoir besoin dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, pour pouvoir soit former des personnes pour avoir le niveau de compétence dont j'ai besoin à 2, 3, 4 mois, soit aller déjà commencer à rechercher en externe des personnes qui pourraient correspondre à mon besoin futur. Ensuite, le niveau d'engagement qui correspond à la motivation, le niveau maximum d'engagement du collaborateur jusqu'au niveau ambassadeur de l'entreprise. L'entreprise idéale, le rêve idéal, c'est l'entreprise où tous les salariés sont heureux et vont eux-mêmes faire la promotion à la fois des biens et services de l'entreprise à l'extérieur, mais aussi à leurs futurs collègues en disant hey, viens bosser chez nous, c'est une super entreprise. Je suis affolé, moi ça fait 30 ans que je travaille dans les ressources humaines, je suis affolé de voir que quand une entreprise recrute
Il y a forcément une équipe où il manque du monde si l'entreprise recrute. Et cette équipe-là ne se mobilise pas pour trouver leurs futurs collègues. Donc, tant qu'ils n'ont pas leurs futurs collègues, bah, c'est eux qui assument la charge de travail d'une personne de plus. Et alors que ça serait leur intérêt que ce nouveau collègue puisse être recruté rapidement. Or, s'ils sont dans un métier, ils connaissent forcément à l'extérieur des personnes qui font le même métier et dont ils pourraient faire la promotion. Pourquoi ne le font-ils pas? Peut-être parce qu'ils ne sont pas heureux dans leur entreprise et qu'ils n'ont pas envie de dire à des personnes: «Allez, viens chez moi, c'est pas le pied, mais il y a du boulot». Non. Si on arrive à rendre des collaborateurs heureux, on va voir que la gestion de la ressource humaine va devenir super facile parce que les collaborateurs vont devenir ce qu'on appelle les ambassadeurs, vont être les premiers promoteurs de l'entreprise. Ils vont être les premiers promoteurs sur les produits et les services qu'ils produisent. Tiens, tu devrais acheter tel produit parce que on le fabrique chez nous, je peux te dire que c'est génial. Pourquoi tous les salariés ne le font pas? C'est compliqué. Donc la gestion des ressources humaines devient un savoir-faire différenciateur. Ce qu'on appelle un savoir-faire différenciateur, c'est ce qui fait la différence avec ses concurrents. Aujourd'hui, trouver des idées, c'est pas compliqué. On a plein de personnes qui ont des idées et en plus, si vous ouvrez la possibilité à chaque personne de l'entreprise de proposer des idées, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec une boîte à idées assez conséquente en termes de développement, en termes de réajustement, en termes d'optimisation. Vous allez voir que si on laisse la liberté aux salariés vu qu'ils sont censés être compétents, si on leur laisse la liberté de proposer, ben voilà, on va avoir des idées. Trouver de l'argent, aujourd'hui, c'est pas très, très compliqué. On voit comment l'État est capable de sortir plein de dispositifs pour accompagner des entreprises, des entrepreneurs, pour maintenir, développer des activités, voire même la reconversion de certaines activités. Donc, trouver de l'argent, c'est pas possible, c'est pas compliqué. Mais ce qui va manquer, c'est la main-d'œuvre. Dites-vous bien que quand vous avez une chaise vide, ça coûte de l'argent à l'entreprise, alors que si vous avez des commandes, ça coûtera de l'argent à l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est le côté ressources. Tout ce qu'il faut essayer de faire du côté ressources humaines. De l'autre côté, il y a la dette. La dette humaine, qu'est-ce que c'est? C'est la mauvaise gestion de l'humain qui amène l'entreprise à contracter une dette humaine qui s'alimente tout au long de la vie de l'entreprise sous forme de temps de recrutement trop long. Ben oui, quand vous avez besoin de quelqu'un et que vous mettez 1 mois, 2 mois, 3 mois à recruter, eh ben c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois où vous avez perdu du chiffre d'affaires. Parce que vous n'avez pas pu produire autant que vous auriez pu produire si vous aviez eu quelqu'un. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans les ressources humaines, 30 ans que je fais du recrutement et 30 ans que j'ai des clients qui m'appellent: «J'ai besoin de recruter». «OK, il vous le faut pour quand?» «Pour hier». Non, ça c'est pas la gestion de la ressource humaine. Je subis ma ressource humaine, mais je n'anticipe pas. C'est aussi des échecs répétitifs de recrutement. Quand je me plante sur un processus de recrutement, que la personne pour la période d'essai ne reste pas ou que je ne la garde pas parce qu'elle ne me convient pas, je me suis planté dans le processus de recrutement et un recrutement coûte de l'argent. Parce qu'à partir du moment où vous décidez d'avoir un besoin de recrutement jusqu'au moment où la personne finit sa période d'essai et c'est là que vous commencez à faire, une autre collaboration avec cette personne-là, heu ça vous a coûté de l'argent. Le temps que vous avez passé avec votre taux horaire, le temps que vous avez passé à définir votre besoin, à communiquer votre besoin, à faire les entretiens de recrutement, à intégrer la personne, à l'accompagner pour la période d'essai et ainsi de suite. Tout ça, vous additionnez tous les petits bouts de moments que vous avez passés avec ces personnes-là, plus les moyens que vous avez mis à cette disposition. Vous additionnez tout ça et vous allez vous rendre compte que ça vous a coûté de l'argent. Donc si vous vous plantez, votre recrutement qui vous a coûté, allez, admettons, 1 000, 2 000, 3 000, 10 000 € sur le processus de recrutement entre la définition du besoin et la fin de période d'essai, bah, si vous plantez, ça va vous recoûter la même chose. Donc vous allez avoir un recrutement qui vous aura coûté le double. Si on fait juste de l'analyse, du contrôle de gestion, sociale, quand vous avez investi, parce que j'appelle ça un investissement quand on fait un recrutement, on investit dans quelque chose, dans quelqu'un. Quand vous avez investi, que ça vous a coûté 10 000 €, admettons, vous allez devoir savoir en combien d'années vous allez amortir ce recrutement. C'est-à-dire, combien d'années il va falloir que le collaborateur travaille dans l'entreprise pour amortir, c'est-à-dire créer suffisamment d'argent
pour rembourser le coût de son investissement. En combien d'années il va falloir? En moyenne, c'est entre 2 et 4 ans, suivant le type de qualification. Si c'est des qualifications qui créent de la forte valeur ajoutée, ça sera très court. Si ce sont des qualifications à faible valeur ajoutée, ça sera plus long. Mais en général, sur les faibles qualifications, les coûts de recrutement sont moindres aussi. Mais voilà. Mais si vous plantez et que la personne part avant d'avoir amorti son poste, sachez qu'à chaque fois que vous recrutez quelqu'un, vous perdez de l'argent. Voilà. Donc, échec répétitif de recrutement. Et puis en plus, imaginez simplement l'image de marque que ça donne quand on voit toutes les semaines ou tous les mois apparaître la même offre d'emploi pour la même entreprise, pour le même job. Surtout sans explication, sans dire pourquoi on est en train de recruter. Les candidats se disent il y a quelque chose qui n'est pas net dans cette entreprise, donc attention, vigilance. Et c'est comme ça que certaines entreprises se retrouvent à ne plus recevoir de candidature parce qu'ils ont une telle mauvaise image de marque employeur que ça amène des problématiques de recrutement. Donc ça coûte de l'argent. Le turnover élevé coûte de l'argent. L'absentéisme coûte de l'argent. Parce que l'absentéisme amène aussi au non-engagement des salariés, qui produisent de la sous-qualité ou de la non-productivité. Donc derrière, des problèmes avec les clients, et ainsi de suite. Les conflits sociaux coûtent de l'argent. Les recours prud'homaux coûtent de l'argent. Tout ça, ce sont les éléments que l'on met dans la dette, et il y en a plein d'autres que l'on pourrait mettre dans la dette humaine. Donc à vous de choisir quel est le type d'employeur que vous avez envie d'être. Est-ce que vous voulez être quelqu'un qui va créer et faire grandir des collaborateurs avec l'entreprise en termes d'évolution de compétences, en termes d'évolution de qualité de vie au travail, en termes d'évolution de responsabilité sociale et ainsi de suite? Ou est-ce que vous voulez être une entreprise qui va avoir plutôt une dette plus importante que la ressource et donc qui va brûler son capital à grande vitesse? Donc, la gestion des ressources humaines, qu'on soit une petite entreprise de 2 salariés ou une grosse entreprise de 1000 salariés, est exactement le même enjeu. Je vais même dire qu'une entreprise de 1000 salariés, s'il y a un collaborateur qui manque, ça ne se verra même pas. Si une entreprise de 2 salariés, il manque un collaborateur, les ratios ne sont pas du tout les mêmes. Hein. C'est 30% de l'effectif quand vous êtes 3 salariés qui vont manquer. Quand vous êtes sur 1 pour 1000, c'est très 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 peu. Ah. Donc, quand vous êtes sur 1 pour 1000, c'est très très peu et ça passe totalement inaperçu. Donc, l'entreprise ayant un bilan positif de son patrimoine humain en quantité et en qualité attirera naturellement et les meilleurs candidats et souvent les clients. Pourquoi? Parce que ça va se savoir. Le bouche à oreille, les réseaux sociaux, tout ça, ça se sait quand une entreprise y est agréable d'y travailler et quand il y a des opportunités dans une entreprise, ça se sait très rapidement. D'accord? Mais ça se sait tout aussi rapidement quand c'est l'inverse et que c'est une entreprise où il y a des problèmes et que c'est pas super chouette de travailler. Donc, la marque employeur est devenue un enjeu majeur, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et souvent, ça attire les clients. Je disais tout à l'heure que je suis en train de faire des rénovations dans ma maison et je cherche différents corps de métier. Et quand je vois que certains corps de métier me disent « Je ne pourrai pas faire votre chantier avant le premier trimestre 2022 parce que je ne trouve pas de collaborateurs », moi, ça m'interpelle. Vraiment, ça m'interpelle. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, surtout quand je trouve, après que je demande plusieurs devis, que je vois que les délais des uns des autres ne sont pas les mêmes, on se pose des questions. Il y en a qui ont la ressource, d'autres qui n'ont pas la ressource. Voilà. Donc, le développement de la ressource humaine est un savoir-faire différenciateur qui va vous différencier des uns des autres. C'est celui qui aura la bonne quantité de ressources humaines et au bon niveau de compétences, qui procurera naturellement un avantage concurrentiel. Aujourd'hui, des entreprises se font la concurrence sur leurs produits et leurs services, mais ils ne peuvent proposer leurs produits et leurs services que s'ils ont la ressource humaine pour pouvoir produire le service ou le produit qu'ils ont à faire. Donc, la compétence est vraiment l'enjeu majeur des entreprises. Mais il ne faut pas confondre la compétence et la connaissance. Ce sont deux choses différentes. Être compétent, c'est posséder les bonnes connaissances, mais surtout adapter les bonnes attitudes et mettre en pratique les bonnes aptitudes selon la situation. En fait, quand j'apprends quelque chose, je sais, c'est du savoir.
quand je convertis mon savoir en pratique et que je suis capable d'adapter cette pratique dans n'importe quelle circonstance, là, je suis compétent. Je peux apprendre à regarder une vidéo YouTube pour changer le toit de ma maison. Ok, je saurai. Je sais comment on fait. Ça ne veut pas dire que je sais le faire. Je sais juste comment on fait. Et attention, justement, c'est ce que l'on va voir, ce niveau de compétence, c'est le savoir-faire que l'on va chercher. On va chercher des personnes qui sont en capacité de faire quelque chose. Alors après, ça, je vais vous faire un retour d'expérience de ces nombreuses années de pratique, de personnes qui veulent recruter ce qu'on appelle généralement le mouton à 5 pattes. Alors déjà, je vais vous informer que le mouton à 5 pattes n'existe pas, hein. Même quand il y a eu un clonage de moutons, le mouton qui s'appelait Dolly n'avait que 4 pattes. Et puis, il ne faut jamais recruter quelqu'un qui a 100% des compétences du poste. Alors, il est vrai que c'est l'idéal hein, pour un dirigeant d'entreprise, pour un recruteur, de se dire « Ah, je vais recruter quelqu'un qui maîtrise totalement le poste, comme ça, il va pouvoir se mettre au travail et il réalisera le job de A à Z. » Mais c'était une erreur. C'est une erreur de base de recruter cette personne-là, pour 2 raisons. La première raison, c'est que cette personne-là, si elle est compétente et qu'elle maîtrise l'intégralité du poste, elle va vous coûter très cher. Ben oui, parce que la compétence, ça coûte. Je sais faire, j'ai pas besoin d'aide, je suis capable de m'adapter à toutes les situations, donc ça a une valeur. Si vous essayez de m'acheter moins cher, vous ne serez pas crédible et là, c'est votre image employeur qui risque d'en prendre un coup. Il y a un juste prix pour chaque chose. Donc déjà, cette personne-là, si vous la recrutez, elle vous coûtera trop cher. Et deuxièmement, cette personne-là, E égale MC2, son niveau de motivation va décroître chaque jour qu'elle va travailler. Pourquoi? Parce qu'elle maîtrise le job. Donc dans un avenir très proche, c'est ce qu'on appelle la résilience, dans un avenir très proche qui va de quelques semaines à quelques mois pour les personnes les plus résilientes, les plus résistantes, pardon, son niveau de motivation va baisser. Et à un moment, soit elle va vouloir prendre la place du chef, soit elle va aller chercher ailleurs pour avoir une nouvelle motivation. Donc on ne recrute jamais quelqu'un de compétent à 100%. On recrute des personnes qui sont entre 70 et 80% de maîtrise du poste. Pas plus. Après, c'est le job de l'employeur, c'est le job du manager de faire évoluer la personne. Vous savez, avec un outil qu'on appelle l'entretien professionnel, obligatoire depuis 2014 pour toutes les entreprises, même à partir de 1 salarié, où vous êtes en charge de l'accompagnement et l'acquisition de nouvelles compétences pour vos collaborateurs avec un état des lieux à 6 ans pour vérifier que cette personne a bien évolué. C'est ça, être employeur. C'est faire grandir. Les petites graines que je vous montrais dans la diapo précédente, c'est ça. Est-ce que vous décidez de faire grandir les personnes ou pas? Et quand vous avez une personne qui a évolué, qui arrive à maîtrise de son poste, eh ben, il ne faut pas hésiter soit à la laisser partir, soit à la faire passer sur un autre métier dans l'entreprise s'il y a des possibilités. Mais autrement, son niveau de motivation va régresser et cette personne-là, naturellement, soit elle va partir, soit elle va être démotivée et elle va devenir, alors au mieux, c'est un boulet dans l'entreprise, au pire, ça va être quelqu'un qui va bah, désorganiser l'entreprise. Donc voilà, la compétence est évaluable et elle s'acquiert par la pratique. Je vais, par ma pratique, acquérir de la compétence, de la dextérité, et je vais avoir plusieurs niveaux de compétences qui vont être de débutant, confirmé, expert. C'est les 3 notions de base. En vérité, il y en a plus que ça, mais si on se base sur le minimum syndical, c'est débutant, confirmé, expert. Alors, l'APEC sort des études et on a sorti une étude il y a peu de temps sur justement l'identification des compétences dans le recrutement des cadres, mais c'est adaptable, je vous assure, à n'importe quelle population. La notion de compétence reste imprécise, effectivement, on va le voir juste après. On ne parle pas tous de la même chose. Autant quand on fait un bilan de son entreprise ou quand on fait sa compta, la notion, l'unité de mesure est très connue. C'est l'euro, c'est la monnaie, c'est l'argent. Quand on parle de la ressource humaine, de la valeur de la ressource humaine, on est incapable de l'évaluer.
à part la masse salariale, à part le nombre d'effectifs, à part le turnover, à part les pyramides des âges, enfin, tout un tas de données quantitatives. Or, on peut mesurer la compétence. Moi, je suis affolé quand je vois des entreprises qui sont à vendre, où on parle des biens matériels, des biens immatériels, mais on ne parle jamais de la valeur de la ressource humaine. Ok, je rachète une entreprise où il y a 10 salariés, mais ils savent faire quoi, ces 10 salariés? Ils n'ont pas été formés depuis combien de temps? Ou ils ont été formés depuis combien de temps? Euh, Ils ont amélioré leur technique de fabrication, de production, de vente, de tout ce que l'on veut. Comment ils l'ont amélioré dans les années qui se sont passées? Quelle est la progression que je peux constater? C'est rare qu'on ait ça. C'est même voire jamais. Donc la notion de compétence est imprécise pour nombre d'acteurs du recrutement, que ce soit les managers opérationnels, les RH ou les consultants en entreprise. Et il est souvent apparenté en premier lieu aux missions et aux activités. On dit il va falloir vendre des fenêtres. Non, vendre des fenêtres, c'est une mission, c'est pas une compétence. C'est comment je fais pour vendre des fenêtres qui est la compétence. Mais vendre des fenêtres, c'est la finalité, c'est la mission. D'accord? Donc, on ne parle pas de la même chose. Il est souvent apparenté en premier lieu aux missions et aux activités et techniques associées au poste à pourvoir. Or, la compétence est la capacité à réaliser des activités. C'est comment je fais les choses. Alors, voilà pour planter un petit peu le décor. Maintenant, on va essayer d'avancer pour voir comment on peut faire. Parce qu'une fois qu'on a planté le décor, il faut essayer d'avancer. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat, hein, si vous avez des questions. Soit j'y répondrai en temps réel au fur et à mesure que je les verrai apparaître, soit on les gardera pour les transitions ou pour la fin de l'intervention. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Donc, comment s'assurer d'avoir les bonnes compétences? Bien faire la différence entre activité et compétences. Le quoi, ce sont les activités du poste qui traduisent ce que la personne fait pour réussir dans la mission qui lui a été confiée. Et le comment, ce sont les compétences. En fait, vous avez la mission, les activités du poste et les compétences qui vont derrière. Voilà la déclinaison logique. La mission, les activités du poste et les compétences. Il faut descendre jusqu'au niveau compétences pour bien mesurer les choses. Si on reste sur le niveau mission ou activité du poste, comment allez-vous comparer quelqu'un qui, et c'est ce qui arrive souvent dans les recrutements, quand je vois par exemple des entreprises qui recherchent des personnes ayant déjà travaillé dans le même secteur d'activité. Ça veut dire qu'on reste au niveau des activités du poste. Mais si on descend au niveau des compétences, on va pouvoir comparer quelqu'un qui a travaillé dans la métallurgie avec quelqu'un qui a travaillé dans l'agroalimentaire, pour voir si les méthodes utilisées dans un métier comme dans l'autre sont les mêmes ou pas. Et au final, on va s'apercevoir que c'est exactement pareil. Et donc, c'est juste une adaptation à la réglementation d'un secteur d'activité qu'il va falloir s'approprier, mais ça fait partie du job, ça s'apprend et on mesure dans le processus de recrutement si la personne est en capacité d'apprendre. Donc voilà, les activités du poste traduisent ce qu'il fait pour réussir dans la mission qui lui sera confiée. Les compétences, au-delà des activités, définissent la capacité à combiner des éléments de savoir pour maîtriser une situation professionnelle. C'est le comment il fait. Bien différencier le quoi du comment. Et souvent, on recrute sur le quoi et non pas sur le comment. Exemple. Vous avez on va prendre par exemple la gestion des équipements et installations de production. Ça, c'est la mission. J'ai à gérer les équipements et les installations de production. Une des activités, il y en a plusieurs, mais une des activités, c'est identifier, diagnostiquer les dysfonctionnements et les écarts techniques, résoudre les problèmes et mener des actions d'amélioration sur le terrain. Ça, c'est une des activités pour atteindre la mission qui est la gestion des équipements. Mais pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, j'ai mes 3 niveaux, le débutant, le confirmé et l'expert. Le débutant, lui, il va devoir connaître, donc les savoirs commencent toujours la phrase par « je connais », alors que les savoir-faire commencent toujours par un verbe d'action.
Donc, je connais le génie climatique, la séparation solide-liquide, le transport des fluides, et ainsi de suite. Savoir, je sais identifier visuellement des écarts sur les équipements, les débordements de fuite, les écoulements débouchés. Les savoir-être, je suis capable d'alerter quand il y a un problème pour éviter que ça ne se propage. Ça, c'est le débutant. Ça répond bien à cette mission-là et ça répond bien à cette mission-là. Le confirmé, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il connaît le procédé de maîtrise d'utilisation de toutes les installations. Ça veut dire qu'il maîtrise ça d'abord, mais il maîtrise ça en plus. Il connaît le procédé de traitement des eaux usées et il sait identifier sur les moteurs à pompe et ventilateurs les bruits anormaux, diagnostiquer les problèmes, les risques QEHS et ainsi de suite. Donc il maîtrise ça plus ça. Tout ça répondant à cette mission, la même mission, mais pas au même niveau d'expertise. Et l'expert, qu'est-ce qu'il fait? Il maîtrise ça, il maîtrise ça et il maîtrise ça en plus. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer quelqu'un, en définissant une fiche de poste. Moi, ça fait des années, il y a une obligation pour les entreprises de plus de 300 salariés de mettre en place ce que l'on appelle une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, GPEC. Je dis, moi, que depuis des années, il serait important pour toute entreprise de toute taille, à partir de 1 salarié, de préparer une GPEC. Et on est même passé de la GPEC aujourd'hui à la GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels. C'est, j'anticipe mes besoins de compétences, je regarde quel est mon stock de compétences disponibles, qu'est-ce que mes collaborateurs savent faire, je regarde de quoi j'aurai besoin dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et je vais faire monter tout le monde pour qu'ils atteignent le niveau de compétences dont j'aurai besoin dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça, c'est la GPEC. Et dedans, je vais gérer les parcours professionnels. Alors après, vous allez me dire, oui, mais moi, je suis une petite entreprise et hormis, j'ai mes collaborateurs et il y a le patron ou la patronne en haut et basta. Il n'y a pas d'étage intermédiaire. Oui, bah, ça veut dire accepter de faire du turnover, ça veut dire accepter de prendre des personnes, les former, les faire évoluer et accepter que ces personnes-là partent à un moment et recruter quelqu'un et recommencer à former, voilà. Et ça, c'est le job. Donc voilà ce que c'est que la fiche de poste. Ça, c'est clairement une fiche de poste et c'est là-dessus que l'on doit recruter. Et quand on doit recruter, on recrute sur, si je recrute quelqu'un au niveau débutant, je vais le recruter sur ce niveau de compétence, en sachant que je vais lui dire, dans 1 an ou 2, tu vas évoluer vers tel type de compétences pour évoluer, et que dans 1 an ou 2, tu vas aller vers ce type de poste. Donc sur un parcours de peut-être 6 ans, la personne va passer de débutant à expert. Et là, ça donne une perspective. Quand on dit à une personne, je vais vous recruter, il faut que vous sachiez faire tout ça, et puis je vais essayer de vous garder plus longtemps. Ben non, non, non. Il faut qu'il y ait un cheminement qui soit prévu, anticipé et accompagné. Ça se définit dès la période dès la communication du besoin de recrutement, et après, tout au long de l'année, dans les entretiens annuels répétitifs, on valide où en est la personne, qu'est-ce qu'elle a acquis et vers quoi on va l'amener dans l'étape suivante par rapport aux besoins du métier. Deuxièmement, définir les compétences attendues dans l'expression du besoin. L'expression du besoin, c'est tout ce qui va définir que vous allez communiquer sur votre besoin de recrutement. Donc, il faut savoir noter les savoirs et les savoir-faire liés au poste, les savoirs et savoir-faire qui seront transmis en interne, parce que c'est peut-être de la transmission de savoir par le compagnonnage, par le tutorat, le mentorat, et ainsi de suite. Ce sont les savoir-être professionnels et quels sont les niveaux attendus pour chaque personne que l'on recrute. Moi, quand je vois, alors je vous parle de postes de mon environnement, c'est-à-dire les cadres, mais quand je vois des entreprises qui mettent dans les offres d'emploi des rémunérations entre 30 et 50 kg €, je ne comprends pas. Parce que la personne qui a 30, est-ce qu'elle aura les mêmes compétences que la personne qui est à 50? Non. Enfin, j'espère pas. Autrement, moi, je suis juste un débutant et je veux 50, hein. Donc, quelqu'un qui a 60% de maîtrise du poste, elle sera au minimum du poste. Et puis celle qui sera un peu plus compétente dans le poste, qui aura un peu plus de compétences, justement, bah, elle sera rémunérée un peu plus. Parce que de toute façon, si je ne me mets pas plus de rémunération, je ne l'aurai pas dans mon équipe. Donc, tu travailles mérite salaire au bon niveau. Donc, mentionner les compétences dès l'offre d'emploi.
dès l'offre d'emploi, il faut être capable clairement de travailler là-dessus. Alors, vous avez tout un tas de conseils qui sont à votre disposition pour vous accompagner dans les PMI, PME, que ce soit les consultants conseillers des CCI dans RH+, que ce soit des prestataires publics, privés, qui sont là pour vous aider, vos OPCO sont là aussi pour vous aider à définir ces fiches de poste, à définir votre besoin, à définir le niveau auquel vous avez besoin de quelqu'un. Mais en tout cas, ne jamais viser la personne maîtrisant l'ensemble des compétences, parce que cette personne-là, c'est un très mauvais choix stratégique de la recruter. Autre exemple, vous avez la situation professionnelle, donc le contexte dans lequel s'est exercée l'activité. Exemple, un chef de rayon en charge du rayon frais doit faire face aux ruptures de produits de son rayon. Derrière, vous avez les activités observables, c'est-à-dire l'ensemble des savoirs, savoir-faire, savoir-être mis en œuvre des outils utilisés et créés. Donc, pour faire ça, il doit vérifier les stocks quotidiennement dans la réserve, s'assurer que l'ensemble des produits soient bien placés en rayon, veiller à la conformité de leur implantation et en s'appuyant sur le plan de merchandising. D'accord ? Et derrière, les résultats mesurables, les indicateurs permettant de valider la réussite de l'activité, c'est rayon rangé avec un ensemble de produits et un taux de rupture inférieur à 2%. Ça, c'est ce que vous mettez dans une fiche de poste d'une personne. Voilà ce qu'est le job. On doit aller jusqu'à ce niveau-là. Dès le début. Comment voulez-vous qu'une personne, si elle ne sait pas comment elle va être évaluée, puisse savoir où elle se situe? Voilà. Il faut être capable de gérer ça. Parce que si vous gérez ça, vous allez être un employeur vertueux, professionnel, et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir des collaborateurs qui vont évoluer, qui vont grandir, qui vont porter la bonne parole en dehors de l'entreprise en disant je suis dans une entreprise où on s'occupe de nous, où on évolue, où on acquiert des compétences. Parce que ce qu'il faut se dire, je peux vous raconter juste une anecdote d'un de mes clients avec lequel j'étais en novembre 2019, quand on pouvait encore aller dans les entreprises, où j'accompagnais un de mes clients pour recruter un collaborateur, un futur collaborateur. Et mon dirigeant avait une 60aine d'années et le collaborateur qu'on a fait en face de nous, le candidat qu'on avait en face de nous avait à peu près 30-35 ans. Et cette personne, ce candidat, à un moment, dit à mon dirigeant, qui était absolument pas prêt à répondre à cette question, ce candidat dit: «Si je mets le nom de votre entreprise sur mon CV, ça m'apporte quoi dans 5 ans en termes de valorisation sur le marché?» C'est-à-dire, le fait de mettre le nom de votre boîte sur mon CV, est-ce que c'est valorisant ou pas? Est-ce que ça m'apporte une valeur ajoutée ou pas? C'est-à-dire, est-ce que la notoriété de votre entreprise améliorera la valeur de mon CV? Compliqué, hein? Ben oui, aujourd'hui, dites-vous bien que, comme on disait tout à l'heure, il y a pénurie de main-d'œuvre. Dans la population que je connais, les cadres, quand on a un cadre en recrutement en face de nous, en général, il a 2 voire 3 postes pour lesquels il est en attente de décision à côté. Donc en fait, ça sera la première entreprise qui lui dira oui, avec les meilleurs avantages, les meilleures qualités de vie au travail, et ainsi de suite, auquel il dira oui. Aujourd'hui, ce sont les candidats qui disent oui ou non aux entreprises. Ce ne sont pas les entreprises qui disent oui ou non aux candidats. Sur beaucoup de métiers, même des métiers peu qualifiés. Il y a tellement de demandes que les candidats ont le choix. Donc, si c'est pas vous, ça sera quelqu'un d'autre. Donc, n'hésitez pas à décrire les compétences dès l'offre d'emploi. Sur notre site, par exemple, il y a une possibilité d'écrire jusqu'à 5000 caractères. 5000 caractères, lettres, espaces, et ainsi de suite, pour pouvoir exprimer son besoin. La moyenne qui est utilisée sur notre site, c'est 1800 caractères. Donc, vous voyez, il y a encore de la place pour pouvoir s'exprimer. Et c'est pareil partout, c'est pareil sur tous les diffuseurs d'offres, les sites d'emploi, vous avez de la place, mais qui est rarement utilisée, parce qu'on ne sait pas quoi dire. L'offre d'emploi, c'est une publicité, hein. C'est une publicité pour venir travailler chez vous. Donc, rendez votre offre d'emploi attractive. Rendez-vous attractif par rapport à vos concurrents qui recrutent les mêmes postes. Parce que les candidats ont le choix. Donc, important. Avez-vous des questions sur cette première notion de compétence, de définition de compétence?
de nécessité de définir les compétences, peut-être de faire des fiches de poste, quelle que soit votre taille d'entreprise. Non. Bon. Alors, on va parler de notre environnement. Parce que la compétence, on vient de la définir, mais la compétence est une denrée périssable. Une denrée périssable pour plusieurs raisons. Donc on va voir ça, comment accompagner la transition des métiers afin que les collaborateurs et collaboratrices puissent trouver leur prochaine place au sein de l'entreprise. Une étude de l'OCDE, reprise par WOM Recrutement, que vous avez le lien ici de l'étude, une étude de l'OCDE de novembre 2019 annonçait que la compétence en 1987 avait une durée de vie de 30 ans. C'est-à-dire ce que je savais faire, ce que j'avais appris à faire en 1987, pouvait durer, me servir pendant les 30 dernières années. En 2020, une compétence n'a plus qu'une durée de vie de 18 mois. C'est-à-dire ce que je viens d'apprendre à faire aujourd'hui ne va me servir que 1 an et demi. Dû à ce dont on a parlé tout à l'heure, qui était la révolution industrielle, l'accélération des nouveautés, de la créativité, de l'adaptabilité des entreprises à leur environnement, la robotisation, l'intelligence artificielle et ainsi de suite. Je reprends toujours mon histoire de vaccin, 10 ans au siècle précédent pour faire un vaccin, 1 an pour faire un vaccin aujourd'hui. Donc, j'ai une question. Est-ce que vous conseillez de décliner le niveau débutant expert confirmé dans les fiches de poste? Oui. Dans les fiches de poste, vous devez être capable de faire une fiche de poste sur ces 3 niveaux-là et pour pouvoir classifier chacun de vos collaborateurs dans l'entreprise s'il se situe en débutant, en confirmé ou en expert. Voilà. Donc oui, avoir cette vision et pour pouvoir cataloguer, mettre les personnes pour leur donner une trajectoire d'évolution possible. Donc pour revenir à l'obsolescence des compétences, l'étude de l'OCDE disait qu'en 2030, c'est-à-dire dans 9 ans, une compétence n'aurait une durée de vie que de 1 an. Et qu'en 2040, c'est-à-dire dans, on va dire 19 ans, 2040, nous passerions 10% de notre temps annuel à nous former. Alors, qu'est-ce que c'est que 10% de notre temps annuel? Parce que quand on en parle comme ça parle pas beaucoup. Il y a 12 mois dans l'année. Nous sommes grosso modo 2 mois en congé entre les congés payés 5 semaines, les RTT ceci, cela, les ponts, les ceci. Voilà, grosso modo, on est sur 10 mois de l'année de travail effectif. Et bien 10% de 10 mois, je vous rappelle que c'est 1 mois. Nous passerons 1 mois sur 12 à nous former. Aujourd'hui, pour l'équivalent, je vous rappelle que nous cotisons tous à l'équivalent, alors c'est en euros maintenant, mais c'était en heures avant, c'est l'équivalent de 25 heures sur notre compte personnel de formation. Hein, c'est l'équivalent de 25 heures converti en euros. Donc nous cotisons 25 heures pour nous former par an sur notre compte personnel de formation. Dans 20 ans, il faudra se former 169 heures. Il faudra passer de 20 heures à 169 heures de formation pour maintenir son employabilité. Parce que les choses bougeront tellement vite autour de nous, que si on veut maintenir de la compétitivité de l'entreprise et donc maintenir les compétences nécessaires pour la compétitivité de l'entreprise, il faudra que les personnes se forment 1 mois par an, 160 heures. Voilà un enjeu qui est très fort sur la compétence. C'est-à-dire que les entreprises qui ne le feront pas deviendront obsolètes encore plus rapidement qu'elles ne le faisaient avant. Avant, quand les développements économiques se faisaient à la vitesse du cerveau humain, ça prenait le temps nécessaire du cerveau humain. Aujourd'hui, le développement des entreprises est fait par des algorithmes, par des ordinateurs, par des calculateurs, par de l'intelligence artificielle, qui va des millions, des milliards de fois plus vite que notre cerveau. Aujourd'hui, on le voit bien, c'est plus l'humain qui invente quelque chose. L'humain donne des données à des ordinateurs, à de l'intelligence artificielle, qui nous sort des propositions, et ça nous sort tellement de propositions
que on nous les met sur le marché très très vite et qu'on essaie de s'adapter. Regardez les téléphones portables. Ils n'arrêtent pas d'évoluer. C'est pas forcément nous qui demandons à ce qu'ils évoluent, mais on nous propose des améliorations en permanence qui nous demandent, nous, utilisateurs, de nous adapter aux évolutions technologiques. Avant, c'était nous qui demandions à ce qu'il y ait une évolution et on attendait que l'évolution arrive et qu'une fois qu'elle était en place, on avançait. Et voilà. Maintenant, c'est la technologie qui nous demande de nous adapter à la technologie. Regardez la visioconférence, on est dedans là, on est en plein dedans. Il y a 2 ans, ça marchait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas besoin. Parce qu'on était encore en face à face dans les salles de réunion et ainsi de suite. Il a fallu que tous on s'adapte à ces outils qui existaient déjà avant, hein. Il y en a des nouveaux qui sont arrivés, mais il y en avait déjà plein qui existaient avant. Skype, ça fait près de 15 ans que ça existe. Ça fait exactement la même chose. Sauf que Skype n'a pas su évoluer. Il y a plein de petits outils comme Teams, Zoom, Webex ou Google Meeting qui sont arrivés sur le marché et ils ont écrasé le plus ancien qui existait sur le marché. Voilà. Donc tout ça pour dire que la compétence est une denrée périssable et qui doit s'entretenir. Sinon, elle disparaît et c'est compliqué. Je vous parlais tout à l'heure de population de cadres au chômage en France. Je vous disais qu'on était à 3,7% de taux de chômage en mars 2020. On avait étudié cette population, comment elle était, par quoi elle était calibrée. C'était très très simple. Ça représentait à peu près 150 000 cadres au chômage en France. Sur ces 150 000 cadres, il y avait 90% qui étaient constitués de personnes de plus de 50 ans, rentrées sur le marché de l'emploi dans les années 80 avec un bac ou un bac plus 2, étant restés plus de 10 ans dans la même entreprise et ne s'étant jamais formés dans les 20 dernières années. C'est-à-dire qu'ils ont vécu 30 ans de leur vie professionnelle avec des compétences qui dataient, les derniers savoirs qui dataient de leur bac plus 2 et ne s'étaient jamais formés en entreprise pendant les 20 dernières années. C'est pour ça que l'État a mis en place, a obligé les entreprises à mettre en place la formation obligatoire tous les 6 ans. Et encore tous les 6 ans. Quand je vous disais qu'on avait passé 10% de son temps dans 20 ans à se former, si on attend 6 ans, ça ne sert plus à rien. Voilà. Donc, l'importance, et quels que soient les métiers, regardez, même les métiers les plus... j'ai essayé en construisant cette intervention de penser à tous les métiers, et même les commerçants. Les commerçants vont devoir évoluer dans leur pratique. J'ai un exemple tout simple, moi, très proche. Ma fille travaille dans une boutique dans Brest et elle a été recrutée il y a maintenant 3 ans pour développer le e-business, donc la vente en ligne. C'est une boutique qui vend du matériel pour les enfants, des jeux, de la puériculture et tout un tas de choses. Elle a été recrutée il y a 3 ans pour développer la partie e-business. Il y a 3 ans, on n'était pas en période de pandémie, on n'était pas en période de confinement, de fermeture des magasins non essentiels, de cela. Hein. Il y avait juste une dirigeante qui était un petit peu novatrice, qui disait, voilà, pourquoi pas développer ça. Donc, elle a recruté ma fille, dont c'était le métier, et qui a créé le site, mis le site en ligne, et commencé à faire de la vente à distance et autres. Au bout de 6 mois dans l'entreprise, elle avait amorti son salaire et l'investissement du site internet. Sur l'année 2020, ils ont fait plus de chiffre d'affaires alors qu'ils étaient fermés que l'année précédente où ils jonglaient avec le magasin ouvert plus la vente en ligne. Voilà. Eux, le confinement n'a pas été un problème. Cette boutique a bien décidé d'investir dans de nouvelles compétences. Alors que normalement, c'est quoi? C'est du conseil en magasin et de la vente de produits et de produits à des parents. Et ils ont amélioré leur problème. Alors quand je vois aujourd'hui que la municipalité met en place une plateforme pour aider les entreprises à faire du e-business, oui, mais il y a les entreprises qui vont de l'avant, qui anticipent
et qui s'en sortent très bien. Et il y a celles qui suivent et qui disent non, mon métier, c'est que faire du conseil et ça ne bougera pas. Bah ouais. Et dès qu'il y a un problème, eh ben, on n'est pas prêt. Tout ça, c'est l'acquisition de nouvelles compétences. Je vous rappelle que dans dirigeant d'entreprise, il y a le mot entrepreneur. Entreprendre, anticiper. D'accord? Anticiper les évolutions et s'adapter pour que, au moment où l'évolution arrive, je sois déjà prêt. Or, en France, on est souvent, l'évolution arrive et je cours après pour rattraper le retard. Regardons l'achat des masques, l'achat des vaccins. Voilà. On attend que le problème soit là pour rattraper le retard. Et c'est très global, hein, c'est pas un jugement de valeur, on est tous comme ça, à un moment ou à un autre dans notre vie, on n'est jamais tous en anticipation permanente. Mais c'est pourtant comme ça qu'on devrait agir. Anticiper le besoin pour s'adapter, pour qu'au moment où le besoin arrive, je sois prêt. Non pas subir le truc de plein fouet et puis être obligé d'être aidé pour pouvoir rattraper le retard. Ça, c'est pas être entrepreneur, ça c'est être suiveur. Voilà. Donc compliqué. Donc la compétence, c'est pareil. Si je sais que mon magasin, ma boutique, mon entreprise, je veux qu'elle soit à tel endroit, tel niveau de compétence, d'expertise, de produits de vente dans 2 ans, je fais le bilan de ce que j'ai en termes de compétences pour le faire, en combien j'ai de personnes, il m'en faudrait combien dans 2 ans, tel niveau de compétence au niveau débutant, maîtrise, expertise pour chaque poste, et puis je vais faire évoluer tout le monde pour que 2 ans après, je sois à peu près, parce que l'exactitude en humain n'existe pas, pour que je sois à peu près à l'endroit où je dois être et que je puisse atteindre mes objectifs et surtout être le premier sur le marché. Parce que si je ne le fais pas, j'aurai peut-être un concurrent qui lui l'aura fait et m'aura pris des parts de marché. Donc, les nouvelles technologies accélèrent l'obsolescence d'un certain nombre de métiers, mais aussi de nos compétences. Voilà. Donc, selon le résultat d'une étude d'EL de l'Institut Future Think Tank en 2018, 85% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Pour tout niveau, que ce soit de l'ouvrier, de l'employé, de l'agent de maîtrise, du cadre et du dirigeant. Hein, on le voit bien aussi, 45% des décideurs de haut rang et 54% des cadres supérieurs français ont peur de devenir obsolètes d'ici 3 à 5 ans. Sur une étude de 2018, 2018 plus 3, ça fait 2021. Donc un certain nombre vont peut-être se rendre compte que, bah ouais, on voit par exemple dans certains types d'entreprises, les entreprises qu'on appelle dites démocratiques et déhiérarchisées, anciennement entreprises libérées, où on a supprimé des strates managériales. Parce que on a rendu les collaborateurs de tout niveau que ce soit, on les a rendus et d'une autonomes. Donc ça veut dire quand on est autonome, ça veut dire qu'on est compétent. On ne peut pas rendre quelqu'un d'incompétent autonome, sinon il fait que des conneries. Donc on a rendu les gens autonomes par l'acquisition de compétences et surtout leur donner toutes les informations nécessaires pour qu'ils puissent collectivement prendre les bonnes décisions. Voilà. Et puis, chose importante, 65% des enfants qui entrent en primaire en ce moment feront un métier qui n'existe pas encore. D'où l'importance de faire des formations très généralistes, avec une forte ouverture d'esprit. Voilà, parce que se former sur un métier spécialisé, voilà, par tous ceux qui vont, par exemple, aller dans la logistique, le transport. Les camions autonomes sont déjà en route dans certains pays. Ce qu'on appelle les camions autonomes, c'est les camions sans chauffeur. D'accord? Donc ça va bouleverser un peu les choses. On a eu des transformations hein, dernièrement, enfin sur ces dernières années, avec tous les métiers type Uber, qui ont bouleversé un petit peu les choses. Alors voilà, ça a tenté de bouger les lignes. Ça va peut-être revenir à des situations, surtout sur le salariat par exemple, pour Uber et compagnie, mais ça n'empêche que ça a fait bouger les lignes. Donc, il y a des métiers qui en ont pâti. Les chauffeurs de taxi, les livreurs et ainsi de suite. Donc voilà, toutes ces technologies vont accélérer l'obsolescence de certaines compétences. La principale menace, l'automatisation. N'envoyez jamais un humain faire le travail de machine. Bah oui, la machine le fera mieux et moins cher dans tous les cas. Donc la question à se poser quand on a des collaborateurs, c'est de se dire qu'est-ce qu'une machine pourrait faire à la place de mes collaborateurs. Et le jour où le dirigeant va s'apercevoir qu'il y a une machine qui pourra le faire, je vous assure qu'il le fera.
Je suis allé, c'était en janvier ou février 2020, dans une entreprise pas loin d'ici, de la métallurgie, et où j'allais former les managers de cette entreprise à l'utilisation des entretiens professionnels, la passation des entretiens professionnels. Et on parlait d'évolution professionnelle, on parlait de trajectoire professionnelle dans l'entreprise pour des métiers qui sont des métiers de soudeur, enfin tous les métiers de la métallurgie, mais principalement les soudeurs, c'est ce qui manque. C'est ce qu'ils ont du mal à trouver. Et le dirigeant de dire, mais je vous rappelle que 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard, il y allait avoir 2 robots de soudure qui allaient arriver. Je n'arrive pas à trouver des soudeurs. Il y a des robots de soudure qui font très bien le job et qui le font depuis des années. Nous allons acquérir des robots de soudeur. Je n'aurai plus de problème de soudeur. Voilà. C'est comme les taxis Uber aux États-Unis. Taxi Uber, à un moment, a eu des problèmes avec les chauffeurs qui voulaient devenir salariés et autres. Et ben à Chicago, les taxis Uber sont des voitures autonomes, sans chauffeur. J'ai un problème avec les chauffeurs, je retire les chauffeurs. J'ai plus de problème avec les chauffeurs. J'ai un problème avec les soudeurs, je mets des robots soudeurs, je n'ai plus de problème avec les soudeurs. C'est ça l'enjeu. Donc il y a des métiers, et je vous parlerai de dispositifs tout à l'heure, mais il y a des métiers dont on sait déjà qu'ils vont disparaître ou qu'ils vont muter, dont la compétence va devenir obsolète. Alors il y a 2 solutions, soit je suis un employeur vertueux et je préviens mes collaborateurs et je les aide à passer sur autre chose, soit je les laisse se suicider tout seuls, ce qu'on appelle la stratégie du champignon, élever dans le noir, nourri avec de mauvaises informations. Hein, je ne leur donne surtout pas l'information qu'ils vont disparaître, et puis le jour où ils vont disparaître, je vais les licencier. Ça, c'est pas du tout vertueux. Voilà. Donc voilà, n'envoyez jamais un humain faire le travail que fait une machine. Elle le fera mieux, plus régulièrement. Elle travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. C'est pas compétitif. Enfin, on ne peut pas être compétitif par rapport à ça. Par contre, il y a des parties que la machine ne peut pas faire et qui va demander une certaine expertise. Et là, je vais devoir entretenir cette expertise-là de choses que les machines ne savent pas encore faire. Mais je vais devoir surveiller que l'entreprise, que les machines n'acquièrent pas de nouvelles compétences régulièrement, parce que le problème, c'est que les machines acquièrent de nouvelles compétences. Elles savent de mieux en mieux faire, et plus vite qu'un humain. Elles apprennent plus vite. Il suffit d'un petit bout de programme, et elles font mieux. Donc, voilà. Je connais une entreprise à Brest qui fait de l'usinage de pièces pour l'aéronautique, pour la marine et autres. Et ils ont des tours qui usinent des pièces numériques, digitaux, des trucs super passionnants. Mais ils ont encore dans l'entreprise 3 tours manuels. 3 tours manuels pour faire de la précision, parce qu'il y a certaines pièces que les nouvelles machines ne savent pas encore faire. Donc ils ont entretenu la compétence d'un certain nombre de collaborateurs d'entreprise sur des tours manuels, des tours qu'on utilisait il y a 30 ans, 50 ans. Parce que voilà, l'évolution fait que les machines nouvelles ne savent pas encore tout faire. Et puis un jour, ils vont s'apercevoir que la nouvelle machine sait le faire, et donc là, ça sera la fin, l'obsolescence de ces tours manuels et de ces collaborateurs, enfin, des compétences de ces collaborateurs qui savaient utiliser ces tours manuels. Heureusement, ils sont polyvalents, ils savent à la fois faire les nouveaux usinages et les anciens. Mais voilà, c'est ça la gestion des ressources humaines. C'est pas accueillir un collaborateur tous les matins et lui dire au revoir le soir. C'est gérer son niveau de compétence. C'est gérer ce qu'il sait faire. Et il faut qu'il acquiert toujours de nouvelles compétences tous les jours. S'il fait de la même chose tous les jours, c'est comme sur le cycle d'un produit, croissance, maturité, déclin. C'est toujours comme ça un produit. Croissance, c'est la nouveauté, ça correspond à un besoin de marché, ça croît. On arrive à maturité, on est au plafonnement de ce que le produit peut faire sur son marché. Et puis il y en a un autre qui arrive derrière qui vient prendre la place. Et donc ce produit précédent va rentrer dans le déclin. La compétence, c'est pareil. Je l'acquiers, je vais arriver à mon niveau expertise. Et puis à un moment, j'ai une autre compétence qui va la remplacer. Et donc je vais décliner sur cette compétence-là. Et j'ai intérêt à rebondir sur la suivante pour pouvoir maintenir mon employabilité et donc la performance de l'entreprise.
L'automatisation, facteur principal d'évolution de l'emploi. Alors, le premier, c'est 44% pour l'automatisation, mais il y a aussi 16% l'évolution des habitudes de consommation. Oui, les consommateurs commencent à influer sur le choix de leurs achats. Aujourd'hui, on va commencer à acheter plus, par exemple, produits locaux, parce qu'on se rend compte que la planète est en danger, parce qu'on se rend compte que ça a marché pendant la période de confinement où on a fait super bien marcher nos producteurs locaux, même si une fois qu'on a pu être déconfinés, on a repris les mauvaises habitudes. Mais il y a un moment, on s'est aperçu qu'on avait des petits producteurs locaux qui étaient super sympas et c'était très très bien. Le manque de compétences, voilà, qui a un impact sur l'emploi, c'est-à-dire je voudrais me développer, mais je n'ai pas les personnes qui ont les compétences dont j'ai besoin. Donc, je vais devoir les former, hein. Je rappelle que, suivant une taille d'entreprise, vous pouvez créer votre propre organisme de formation, votre propre CFA au sein de votre entreprise pour former vos collaborateurs. La législation qui impose un certain nombre de choses, hein, et souvent, on prend des décisions législatives pour un petit nombre qui enquiquinent un grand nombre. Le climat a aussi une importance sur les évolutions des emplois. Mais à 44%, c'est l'automatisation. La réponse, 4 professionnels sur 5 suivent à minima une formation par an. Plus précisément, 21% suivent au moins 3 formations par an. 62% des répondants, 1 à 2 formations par an. Et 17% ne suivent aucune formation. Ça, c'est du suicide, hein, pour cela. Le jour où ils se retrouvent sur le carreau, c'est compliqué. Je parlais tout à l'heure des entretiens professionnels. Les entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas soumises à pénalité s'ils ne réalisent pas les entretiens professionnels. C'est juste une chose qu'on oublie, c'est sauf si un jour vous avez un de vos salariés qui vous emmène au prud'homme. La première chose que vérifie le tribunal de prud'homme, c'est si vous avez fait vos entretiens pro, même si vous avez moins de 50 salariés. Et il y a déjà des jurisprudences, hein, d'entreprises qui ont été condamnées pour ne pas avoir formé, c'est condamné pour manque de chance sur le marché. En fait, on n'a pas formé ses collaborateurs, donc ils n'ont plus la même chance. Ils vont tomber dans l'assistance de la collectivité, c'est-à-dire le chômage, et donc c'est par défaillance de l'entreprise de ne pas avoir fait ses obligations que le salarié se retrouve dans une situation où il ne va pas retrouver tout de suite un emploi. Donc ça, gros suicide. La compétence, ça s'entretient en permanence et quand on a vu l'obsolescence des compétences, il faut emmener ses collaborateurs, quoi qu'on fasse, pour qu'ils améliorent leurs compétences. Même si on est dans une boutique où on a 2, 3 vendeurs, vendeuses qui vendent des fringues ou des bijoux, des ceci, cela, il faut les envoyer en formation. Envoyez-les en formation sur du e-business, sur de l'animation d'un site internet, sur du community management pour animer la page Facebook, et ainsi de suite. Envoyez-les en formation là-dessus. Voilà. Ça ne sera que du bénéfice pour l'entreprise. Actuellement, 4 salariés sur 5 suivent à minima une formation par an, 83% des répondants, dont 21% participent à 3 et plus, c'est la somme de ça. Former à grande échelle et développer l'apprentissage. La réforme de la formation va dans ce sens, hein. La réforme de la formation date de 2014, ça veut dire qu'elle a commencé à être réfléchie dès 2010. Et dès 2010, on avait anticipé, nos dirigeants, tels qu'ils soient, avaient déjà anticipé le fait qu'une révolution industrielle allait arriver et qu'il fallait s'y préparer. Donc c'est pour ça que, comme le français est un petit peu réticent, on est obligé de passer par le législatif pour que les choses se fassent, à peu près. Et quand je dis à peu près, quand on parle du compte personnel de formation, il y a 37 millions de personnes en France qui sont en âge de travailler, c'est-à-dire entre 16 ans et 63 ans. 37 millions. Il y en a à peine la moitié qui ont ouvert leur compte CPF depuis 5 ans que ça a été mis en place. Donc, ça veut bien dire qu'on y va vraiment à reculons. Parce que quand on regarde les sommes que l'on a sur notre compte CPF, c'est parfois assez conséquent. Donc la nouvelle réglementation comme le compte CPF de formation et le financement de Pôle emploi favorise également l'accès à des moyens donnés aux salariés et aux chômeurs pour se former aux nouvelles tendances et aux nouveaux métiers qui recrutent. Le gouvernement et les institutions et les entreprises incitent aussi tout actif à effectuer ces démarches pour lui-même. Je rappelle que le CPF permet à chaque salarié de gérer lui-même son employabilité et sa formation. Autant à l'époque, quand ça s'appelait le DIF,
l'entreprise pouvait utiliser le DIF de ses salariés pour financer de la formation. Aujourd'hui, c'est le salarié lui seul qui peut utiliser son CPF. Alors peut-être avec des cofinancements entreprises, État, région et autres, OPCO, mais voilà, c'est le salarié qui a la main sur sa formation. En fait, on a responsabilisé chaque individu pour dire vous êtes en charge de votre employabilité. Mais si vous ne dites pas à une personne que son métier va disparaître, comment voulez-vous que le salarié prenne la mesure de la conséquence qu'il aurait à ne pas se former? Il y a eu ce qu'on appelle le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc les réponses, l'anticipation de la formation, le CPF, les financements FNE, les MOOC, la FEST dont je vais vous parler après, la VAE, outil super important pour des personnes qui sont dans des métiers depuis 10, 15, 20 ans, qui sont rentrés avec des bacs pro, qui ont bossé pendant 10 ans, il suffit même d'avoir bossé 1 an pour dire bah, j'ai bossé pendant 1 an et je voudrais valider un BTS. Eh bien, allez valider un BTS, repasser une partie de validation des acquis pour valider une partie de votre diplôme, et puis allez dans l'acquisition des savoirs qui vous manquent. Ça, c'est un job de manager, c'est un job de patron-patronne d'entreprise, de RH, de valoriser les compétences d'un collaborateur et les faire reconnaître par un diplôme. Voilà. Vous êtes rentré il y a 5 ans sur le marché de l'emploi avec un bac, eh ben, allez passer un bac +2, une licence, tout. Et puis, on a tellement de choses. On a des licences générales, des licences pro, des licences... On peut tout valoriser. Le CEP, donc, dont on va parler aussi, et Transition Pro Collectif, qui est vraiment le nouveau dispositif qui a 2 mois, et enfin Transition Collective, qui est le dispositif d'il y a 2 mois, et qui va permettre effectivement de préparer les mutations des métiers. Je vais vous parler de 2 dispositifs simplement, l'un qui s'appelle l'AFEST, l'action de formation en situation de travail, qui est un outil très, très, très intéressant et qui permet à un salarié, même par exemple en période d'essai, de faire une formation pendant sa période d'essai pour acquérir les compétences nécessaires pour passer peut-être de 60% de maîtrise du poste à 70% de maîtrise du poste à l'issue de sa période d'essai, en passant par un organisme, un formateur interne, si vous en avez un suivant votre taille d'entreprise, ou par un formateur externe habilité AFES, qui va venir définir un plan de formation, un plan de progrès, et en général, la prise en charge de ces coûts-là sont prises en charge par les OPCO. Donc, je vous inviterai à aller voir une petite vidéo de l'OPCO qui s'appelle Acto, qui a fait une vidéo sur ce qu'est l'AFEST. Elle est à la fois humoristique, mais à la fois très bien faite. Et donc, rapprochez-vous de vos OPCO pour parler AFEST, action de formation en situation de travail. C'est un outil trop peu utilisé et très, 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 pourtant très, très intéressant pour les entreprises pour accueillir quelqu'un dans son entreprise ou faire évoluer quelqu'un dans son entreprise avec une progression constatée de la compétence et une valorisation de cette compétence. Transition collective, nouvel outil, comme je vous disais, qui a 2 mois, qui est géré par Transition Pro Bretagne, ou toutes les régions de France, mais pour nous, c'est Transition Pro Bretagne. Donc, ça permet à des entreprises de définir quels sont les métiers qui vont être en mutation, voire en disparition, dans un avenir proche. Et ça permet donc, une fois qu'on a listé cette entreprise, de passer un accord avec les partenaires sociaux ou de signer un accord avec les salariés pour définir quels sont ces métiers qui vont changer, signer un accord de GEPP, gestion prévisionnelle, gestion des emplois et des parcours professionnels, pour justement définir des trajectoires professionnelles pour certains salariés et s'apercevoir que certains vont muter ou disparaître. Et une fois qu'il y a ça, il y a une information collective des salariés sur la situation de leur emploi, un accompagnement par un opérateur du conseil en évolution professionnelle du CEP pour les accompagner dans leur construction de leur projet, nouveau projet professionnel, vu qu'ils vont quitter un job, mais il serait bien de trouver un nouveau job. Il y a une liste des emplois régionales qui est faite
des emplois prioritaires où on manque de main-d'œuvre et où on va manquer de main-d'œuvre dans un avenir proche, vu que je vous rappelle qu'il existe des GPEC, gestion prévisionnelle des emplois territoriaux, où on sait régionalement quels sont les métiers qui vont être en tension dans un avenir proche. Et donc, on va essayer d'amener ces personnes pour aller vers ces métiers où on aura besoin de leurs compétences. Et tout ça, avec prise en charge de la rémunération et prise en charge des frais de formation en fonction de la taille d'entreprise, 100% pour les moins de 300, 75% pour les moins de 1000 et 45% pour les plus de 1000. De prise en charge des salaires. Des salaires ou des... Là, j'ai un doute, excusez-moi. Bon, vous trouvez toute l'information sur le site Transition Pro. En tout cas, les salaires sont pris en charge et les frais de formation sont pris en charge aussi. Et la personne, il n'y a pas de rupture de son contrat de travail. Une fois qu'elle est formée, elle revient dans son entreprise, mais le tout, c'est souvent de l'accompagner pour aller vers une autre entreprise, vers son nouveau job, vu que dans son entreprise, son job va disparaître. Donc, il existe plein de dispositifs pour pouvoir accompagner cette transition. Et vous voyez que le nom porte le nom de transition collective. Transition, c'est vraiment, on passe de quelque chose, d'un monde à un autre monde. Et il existe tous les outils nécessaires pour pouvoir avancer dans ces changements, cette révolution industrielle. Alors, autre réponse, investir dans les soft skills, les savoir-être. Hein, c'est ça, les savoir-être. Oui, mais lesquels? Parce qu'aujourd'hui, si la compétence devient devient obsolète, devient une denrée périssable, j'allais dire, une seule chose qui va rester plus longtemps, c'est ce que l'on est nous-mêmes, intrinsèquement. Or, si on sait qu'il va y avoir un changement permanent, la première compétence à aller chercher en termes de savoir-être chez une personne, c'est sa capacité d'adaptation. Sa capacité d'adaptation, c'est est-ce que j'ai pris en compte mon environnement qui fait que je vais devoir évoluer et donc que je vais devoir m'adapter en permanence et je vais avoir envie d'apprendre. On a beaucoup de personnes qui sont au chômage et qui n'ont plus envie d'apprendre. Ils n'ont plus envie de retourner prendre des cours. Alors que on sait que c'est la solution pour eux. Ils n'ont pas les compétences nécessaires pour retrouver un job. La seule façon, c'est la formation. Et oui, mais elles n'ont plus envie. Ou elles n'en ont peut-être jamais eu envie d'ailleurs, parce que souvent, c'est des personnes qui étaient avant, à une autre période, peut-être en échec scolaire et qui sont très très vite rentrées sur le marché de l'emploi, mais qui n'ont jamais continué à se former. Et surtout que les entreprises, je ne porte pas de jugement global, mais parfois, je peux vous dire, voir des entreprises qui profitent de la situation pour des personnes compliquées et les cantonnent dans des jobs de main-d'œuvre peu qualifiée. On peut prendre un exemple d'une entreprise qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement, parce que c'était une belle entreprise, mais l'entreprise Doux, de notre bassin d'emploi. Hein, l'entreprise Doux était connue localement comme l'entreprise qui aidait toutes les personnes défavorisées, un peu qualifiées, à trouver un job. Hein, vous avez peut-être entendu dans vos familles, c'est pas grave si tu ne travailles pas bien à l'école, tu termineras chez Doux. En tout cas, moi je l'ai entendu dans ma famille. Et donc, oui, effectivement, Doux recrutait des personnes peu qualifiées qu'il faisait travailler sur des chaînes d'abattage de poulets, de conditionnement de poulets. Sauf que ces personnes-là, c'était vertueux ce qu'ils faisaient, c'était bien, mais sauf que ces personnes-là, ils ne les faisaient jamais évoluer. Donc, qu'est-ce que ça engendrait? Ça engendrait que on avait des personnes, et d'une, qui avaient des maladies professionnelles, hein, à faire les mêmes gestes répétitifs tous les jours, premièrement. Et puis, deuxièmement, c'était des personnes qui restaient longtemps, parce que peu de turnover chez nous, et restaient longtemps. Et donc, on a eu à un moment une inflation des salaires, parce que quand vous avez une personne peu qualifiée qui reste 5 ans, 10 ans dans l'entreprise, sa rémunération, elle augmente naturellement, que ce soit par augmentation générale, ne serait-ce que par augmentation générale. Et ce qui fait qu'à un moment, l'entreprise s'est retrouvée avec une telle masse salariale que conditionner des poulets avec la masse salariale qu'elle avait n'était plus rentable. Et voilà ce que ça a donné au final, tout simplement. Donc, le problème aurait été de prendre des personnes peu qualifiées,
mais d'avoir un parcours vertueux, de les faire évoluer. Vous rentrez sur une chaîne d'abattage, mais après, vous allez travailler peut-être en logistique, peut-être en conditionnement, peut-être en ceci, cela, et on vous fait passer des certifications pour que vous avanciez tranquillement et qu'à un moment, vous partiez de l'entreprise, mais avec une qualification, un métier transposable ailleurs. Et on reprenait des personnes peu qualifiées et ainsi de suite. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de vertueux, tout avec la gestion des compétences. Mais si on investit, la seule chose qui est durable, c'est les soft skills. Il faut voir la capacité d'adaptation, l'intelligence émotionnelle, l'analyse de la résolution de problèmes complexes, l'autonomie, d'accord, la créativité face à la robotisation, le jugement et la prise de décision, le sens du service, l'esprit critique. Tout ça, ce sont des choses que l'on entretient, mais que l'on a intrinsèquement au fond de chacun d'entre nous, à plus ou moins haut niveau, mais il faut aller recruter là-dessus. Je connais des entreprises qui recrutent exclusivement là-dessus, qui se disent, moi, à partir du moment où la personne a un minimum de compétences, de savoir, mais vraiment, on est même parfois à peine à 50% de maîtrise du poste. Mais est-ce que la personne a envie d'apprendre? Est-ce que la personne a envie d'avancer? Eh ben, hop, banco, on recrute et on forme. Et donc, on a des trajectoires professionnelles qui se passent sur plusieurs années, où le parcours est défini et on peut faire avancer, donner une perspective, donner une envie aux personnes que l'on recrute. Alors c'est vrai que dans une petite structure, je pense souvent aux commerçants, aux boutiques, vous avez le patron ou la patronne dans la boutique, puis 2-3 vendeurs qui travaillent avec. Quelle perspective on peut avoir à donner à ces personnes-là? À part rester, faire la vente, ouais, bah, oui, ou augmenter, parce qu'ils vont vous demander des augmentations régulièrement. Mais comment vous allez les augmenter par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus? Plus de chiffre d'affaires? Oui, mais comment? Voilà. Donc tout ça, ça s'analyse. Voilà pour ce pavé sur l'obsolescence des compétences. Avez-vous des questions? Je t'ai dit. Alors, on a... Voilà. Donc, pas de questionnement pour le moment. Moi, je vais avancer. De toute façon, on aura ce temps d'échange là dans pas longtemps. Alors, pour 2030, si on se projette, certes, la crise du Covid a rebattu les cartes. C'est d'ailleurs l'opinion de 67% des actifs interrogés par Assessfits au sujet de début avril 2020. Désormais, l'enjeu d'accompagner chacun pour se préparer à la reprise. Effectivement, on va reprendre une activité plus ou moins normale, mais en tout cas, elle sera différente. Ne serait-ce que les accords de télétravail qui se signent à tour de bras dans les entreprises aujourd'hui. Hein, je rappelle qu'il y a de nombreuses années, les dirigeants d'entreprise étaient totalement réticents à mettre en place le télétravail. 17 mars 2020, ils y ont été obligés et aujourd'hui, ils s'aperçoivent que ça fonctionne tout aussi bien. Donc, dans les négociations, on est plutôt, je peux vous prendre une entreprise comme la mienne, où on était sur simplement 30% de l'effectif de la PEC, c'est-à-dire 1000 salariés, 30% de l'effectif de la PEC qui avait droit de prendre du télétravail, et c'était 1 jour par mois. Aujourd'hui, nous sommes à 3 jours de télétravail par semaine. Et ça marche toujours aussi bien. Voilà. Donc, effectivement, dans les accords, ça risque de bouleverser un peu les choses. Ça change surtout les choses pour les managers. Parce que le manager qui avait l'habitude de voir toutes ses équipes tous les jours autour de lui et qui là ne les voit plus du tout et ne peut les manager. Alors il y a ceux qui font ça et qui, à mon avis, se trompent, ne peuvent les manager qu'à partir d'un tableau Excel de productivité. Ça, c'est une erreur fondamentale. Et il y a ceux qui font des réunions Zoom régulièrement pour de tout, de rien, discuter, tu vas bien, voilà, comment je peux t'aider à faire ton boulot. Voilà, le manager qui devient coach. Voilà. Donc, il est possible de faire de cette crise une opportunité pour adapter les métiers et les compétences du futur, tant en termes de valorisation des savoir-être, des soft skills, par exemple l'adaptabilité, l'agilité, la capacité à travailler à distance, que d'opportunités pour se former aux compétences de demain plus pointues et plus volatiles. Le monde d'après sera différent. N'oubliez pas une chose, 2020 a été une année charnière.
je vous disais, sur les 37 millions de personnes qui sont actifs, donc entre 16 et 63 ans, 2020 a été l'année où plus de la moitié de ces salariés-là étaient de la génération Y et Z. Donc les vieux à cheveux gris comme moi, nous sommes devenus minoritaires. Donc, dans les entreprises, nous ne pouvons plus imposer nos modes de management tayloriens, c'est-à-dire vertical. Parce que ces jeunes générations ne veulent absolument pas de ça. Ils veulent du collaboratif, de l'autonomie, de la responsabilité, de l'acquisition. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, mon candidat qui demande à mon client si je viens chez vous, ça m'apporte quoi? Voilà. Est-ce que je vais valoriser mon CV et mon expérience? Ben oui, ils ont ce niveau d'exigence vis-à-vis de l'entreprise. Et puis, alors, eux, ça ne les gêne pas. On parle déjà de la fin du CDI depuis longtemps, mais là, ça s'accélère. Oui, parce que eux, ces jeunes générations ne cherchent pas le CDI du tout. Un CDD leur va très bien parce que de toute façon, ils veulent changer, évoluer et apprendre, s'arrêter, reprendre. Voilà. Alors, 53% des professionnels de recrutement dans le monde pensent que l'adaptabilité deviendra une compétence clé chez les recruteurs pour les années à venir. Donc, compétences les plus développées chez les recruteurs en 2020, développement personnel, diversité et inclusion, création de viviers de talent, prise de décision, stratégie RH. Quand on dit professionnel de recrutement, pour moi, je considère qu'un dirigeant de PMI-PME devrait être un professionnel de recrutement. Vu que c'est la chose la plus rare qu'il a chez lui, c'est son personnel, c'est la chose dont il devrait s'occuper. Hein, je vous invite à aller sur une vidéo YouTube que vous trouverez dans les conférences TEDx d'un Indien. Alors la conférence est en anglais, mais elle est sous-titrée en français. Un monsieur qui s'appelle Vinit Nayar, N-A-Y-A-R, qui est un patron d'entreprise en Inde et qui a écrit un bouquin sur les employés en premier, les clients second. Ben oui, c'est simple. Rendez vos salariés heureux, vous verrez qu'ils rendront des meilleurs services. Alors que si vous, dirigeants, vous occupez des clients, déjà vous enlevez du travail à vos collaborateurs, et d'une, et deux, vous ne leur faites pas confiance, et deux, et de trois, bah, ça ne sert à rien de les avoir si vous faites le boulot à leur place. Donc rendez-les compétents, indépendants, enfin autonomes, et vous verrez que si vous vous occupez d'eux en tant que dirigeant, ça se passera nettement mieux. Moi, je vous disais, je fais des rénovations. Je vois des commerciaux venir me faire des maîtrises, me proposer des choses, me présenter les devis. Mais il y en a, on a l'impression que s'ils faisaient un autre métier, ils seraient plus heureux. Hein. Non. Excusez-moi, c'est ma Google Home qui me répond. Oui, j'ai des personnes que j'ai vues, mais j'avais envie de leur dire, mais changez de métier, vous serez plus heureux, ou changez d'entreprise. Voilà. Quand je vois une entreprise qui vend du matériel pour professionnels pour faire des revêtements, voilà, on va le dire comme ça pour ne pas la nommer, qui oblige à faire un nombre de rendez-vous par jour à ses commerciaux. Aujourd'hui, ça s'appelle du bâtonnage. Il n'y a pas plus bête comme mode de management. Il n'y a pas plus bête. Plutôt que de dire, je ne te demande pas les moyens, ça veut dire que si tu dois faire 7 rendez-vous commerciaux par jour, ça veut dire que je n'ai pas confiance en toi. Donc je vais bâtonner, je vais vérifier que tu fais bien des rendez-vous commerciaux. C'est pas le bon indicateur, c'est pas motivant ça, c'est avilissant et abêtissant. D'accord? Plutôt que de dire, voilà, on a un chiffre d'affaires réalisé tous ensemble. Chacun a sa part contributive. Comment on peut le faire? Que ce soit en rendez-vous physique, que ce soit en rendez-vous ceci, face à face, ou que ce soit en visio, ou que ce soit autrement, peu importe. L'intérêt, c'est qu'on fasse le chiffre d'affaires. D'accord? Et on le fait collectivement et ainsi de suite. Mais voilà. Donc, attention au message que l'on envoie à nos collaborateurs. Dans ce contexte, il semble que la capacité à acquérir de nouveaux savoirs vaudra plus que le savoir déjà appris. C'est pour ça que les anciennes générations, les miennes, les anciens disent ah oui, moi j'ai un diplôme qui date de telle année, je me suis pas formé, mais j'ai de l'expérience. Oui, mais l'expérience, ça résout pas tout. Est-ce que, par exemple, on l'a vu d'ailleurs, j'ai des personnes qui avaient de l'expérience, qui avaient des cheveux gris et tout,
et qui, au moment où il a fallu faire les rendez-vous d'équipe, les réunions d'équipe ou les rendez-vous commerciaux, les faire en visio, étaient paniqués et n'étaient pas adaptés. Voilà, ça leur a posé un problème. Donc l'expérience ne fait pas tout. 3 mouvements de fond qui émergent. La notion de métier qui pourrait disparaître. Oui, on va difficilement faire un métier, mais par contre, on va vendre plus des compétences qu'un métier. On va être multi-métiers possibles. Je ne sais pas si vous avez vu la première diapo où je me présentais, mais aujourd'hui, j'ai un contrat de travail pour une entreprise pour laquelle je travaille depuis 20 ans, mais j'ai 3 métiers au sein de cette entreprise. J'ai 70% de mon temps, c'est responsable des relations institutionnelles et partenariales. Donc, je négocie des accords avec des partenaires, des institutions, tout un tas des élus pour tout ce qui tourne autour de l'emploi. Et donc la mise à disposition des services de l'APEC autour de l'emploi. À 30%, je résous des problèmes. Je suis consultant RH en entreprise pour le compte de l'APEC aussi. Non, à 20% de mon temps. 70, 20 et 10% de mon temps, je suis consultant formateur en interne sur l'utilisation des réseaux sociaux pour mes collègues de l'APEC, pour l'utilisation des réseaux sociaux dans notre métier de consultant. Voilà. Donc, parce que j'ai des compétences reconnu a priori, utile en tout cas à mon entreprise. J'ai sur un contrat de travail de temps plein de consultant en relations entreprises, et ben, je fais plutôt 70% de mon temps sur l'institutionnel, parce que oui, ça fait plus de 30 ans que je suis sur le secteur, que je fréquente les RH et les institutionnels du secteur du Finistère, voilà, dans le domaine des ressources humaines, et que oui, j'en connais un peu, on me connaît un peu, enfin voilà. Donc, 70% de mon temps, je fais ça. 20% de mon temps, je fais résoudre des problèmes en entreprise sur du consulting et 10% sur les réseaux sociaux parce que, effectivement, je m'y connais, j'ai des compétences sur le sujet. Et ben donc, mon métier, c'est quoi? Ben, j'en ai plus de métier. Je suis salarié de la PET, je me dis intrapreneur. Voilà. Je fais plusieurs choses. Je suis à mission. Hein, j'ai une lettre de mission pour 2 de mes métiers, 2 de mes occupations à l'APEC. J'ai une lettre de mission pour me dégager du temps de mon contrat de travail et faire une chose. Donc la notion de métier pourrait disparaître. On va plutôt recruter les personnes sur ce qu'ils savent faire plutôt que de les cataloguer dans un métier qui est plutôt sclérosant et qui rétrécit. Fin du CDI annoncé, oui, les jeunes générations n'en ont rien à faire des CDI, ils préfèrent avoir un CDD et pouvoir faire autre chose après. Ça permet de pouvoir partir d'une entreprise parce qu'ils ne veulent pas être pieds et mains liés comme nos parents ou nos grands-parents rêvaient du CDI ou pour faire une entreprise pendant toute sa vie. Non, ça c'est même plus pensable, les jeunes générations n'en veulent pas et ça ne sera pas possible. Et puis la fabrication à la demande va devenir la norme. La mini-série va devenir la norme. La personnalisation, aujourd'hui c'est possible. Tout ça grâce à la technologie. La technologie va permettre regardez comment on achète une voiture. Il y a encore 30 ou 50 ans, on achetait une voiture, c'était le modèle Intel et puis il y avait très peu d'options. Aujourd'hui, on achète un véhicule, on peut presque le construire, mais intégralement avec toutes les options. Ça fait des années que quand vous alliez en Allemagne acheter une voiture, vous achetiez une carcasse et vous mettiez tout ce que vous vouliez, vous la personnalisiez intégralement. Ben voilà. Donc ça, c'est une tendance de fond. Et puis derrière, quelle solution pour les entreprises? Dernier point, le nouveau RH deviendra un agent de talent. Alors, quand je dis nouveau RH, je considère que ça fait partie de la fonction de dirigeant, hein, d'être RH. Donc, vous êtes patron de votre entreprise, patron ou patronne de votre entreprise, vous avez une partie de votre job qui est RH. Donc, voilà, agent de talent. On n'est plus gestionnaire de la masse salariale, on est agent de talent. Je vais devoir développer les talents de mes collaborateurs pour qu'ils soient les meilleurs, pour que je puisse, dans mon entreprise, offrir les meilleurs services et produits que j'ai à proposer. Donc, replacer l'humain au cœur de l'entreprise avec la responsabilité sociale de l'entreprise, l'inclusion, le bien-être, le sens, oui, donner du sens aux choses. Dire à un collaborateur qu'il doit faire ça, c'est bien. Lui dire pourquoi il doit le faire, c'est encore plus intelligent.
c'est le rendre intelligent. Je me bats depuis des années à dire à mes clients pour lesquels je recrute, ou que je les aide à recruter, vu qu'on ne va pas dans le processus entier de recrutement, vous voulez toujours le mouton à 5 pattes. Vous savez, la personne qui est la plus intelligente possible, la plus compétente possible et autres. Et le premier jour où il rentre dans l'entreprise, vous lui dites, bon, tu mets ton cerveau au vestiaire et maintenant tu suis les normes. Ben non, c'est une aberration. Vous recrutez quelqu'un de compétent, laissez-lui la liberté de peut-être pouvoir vous apporter quelque chose qui améliorera vos processus. Lui dites pas, suis les normes et procédures, hein. Tu ne sors pas du champ. Autrement, vous prenez un mouton, ça c'est sûr. Un mouton à 4 pattes qui s'est bien exécuté, un exécutant, un clone. Voilà. Donc, attention au sens, donner du sens. Pourquoi on fait les choses? Ça, c'est important. Voilà, la raison d'être. Ça, c'est la grande mode. Hein. Il y a quelques années, on parlait des valeurs de l'entreprise. Maintenant, on parle de raison d'être. Donner la raison pour laquelle l'entreprise existe. Ça, c'est important. Il faut qu'elle soit partagée par le plus grand nombre. La qualité de vie au travail est très, très, très important. Avoir des salariés heureux pour avoir un E égale MC2, la motivation qui soit au plus haut. Voilà. L'égalité, voilà, et le développement des compétences. Voilà des pistes sur lesquelles on doit travailler. Ce qui veut dire que devenir dirigeant aujourd'hui, de n'importe quelle taille de structure que l'on est, c'est devenir un peu RH aussi. Donc, devenir une entreprise, une organisation apprenante, donc une organisation humaine qui met en œuvre un ensemble de pratiques et de dispositions pour rester en phase avec son écosystème. Toujours être le leader, toujours être en amont, toujours être en avance et adapter sa ressource humaine à ses ambitions. L'organisation apprenante, un modèle de développement et de compétences cognitives, le savoir et social, et organisationnel sur le lieu de travail et de motivation du travail. Donc là, vous avez des petites statistiques. 91% des personnes en entreprise apprenante se sentent respectées en tant que personne, contre 81% dans une entreprise taylorienne. Taylorienne, c'est vertical, hiérarchisé. 71% des personnes en entreprise disent, alors c'est en entreprise apprenante, j'ai oublié un mot, excusez-moi, disent que leur manager de proximité leur fait confiance ou leur fait des commentaires utiles pour leur travail, contre 56% d'entreprises tayloriennes. Il y a quand même un gros écart là. Et 74% des personnes en entreprise apprenante se disent capables d'appliquer leurs propres idées dans le travail, contre 26% en entreprise taylorienne. Voilà. L'entreprise apprenante part du principe qu'il y a autant d'intelligence dans tous les cerveaux de l'entreprise, enfin qu'il y a plus d'intelligence dans l'ensemble des cerveaux de l'entreprise que dans celle du dirigeant ou du comité de direction de l'entreprise. Ce qui est un b.a.-ba. Et puis, formez vos managers et vous gagnerez la confiance de vos collaborateurs. À la PEC, on reçoit des cadres qui sont en poste et qui veulent changer de job. Et je peux vous dire que 90% des cadres qui viennent nous voir veulent quitter leur entreprise à cause de quoi? De leur manager. J'en peux plus de mon chef, j'en peux plus de ses tableaux, j'en peux plus de ceci, j'en peux plus de cela. Le management est vraiment un métier qui est en train de changer en ce moment. Et voilà, à votre disposition pour en débattre. J'ai planté un peu le décor. Maintenant, à vos questions. Pas de questions? Moi, j'ai été intéressée par l'importance là de la formation. Bon, c'est pas une question, hein, mais je pensais pas que c'était aussi important et que ça allait devenir toujours aussi de plus en plus important, quoi. C'est à garder à l'esprit, quoi. Et l'idée d'être un peu multicarte, quoi, de pas avoir un seul métier, quoi. Ça m'intéresse aussi, ouais. Ouais. Très, très intéressant. Oui, obsolescence des compétences nécessite adaptation des compétences en permanence, tout à fait. Et puis aujourd'hui, on peut se former sur tout, hein. La formation est devenue une commodité. Vous pouvez vous former vraiment sur tout
ça peut être un tuto sur YouTube et apprendre quelque chose, et puis derrière, essayer de le mettre en œuvre, et on passe du savoir à la compétence. Comme vous avez des sites comme Coursera, 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 qui est un site sur lequel vous pouvez faire des modules de formation gratuits au début, et puis si vous voulez aller jusqu'au bout de la formation, c'est payant, mais vous pouvez faire des modules de formation gratuits dans les meilleures universités du monde. Vous allez suivre quelque chose de Harvard, un cours d'économie à Harvard, vous avez un cours d'économie à Harvard, et vous pouvez le suivre en ligne, en MOOC. Donc aujourd'hui, la compétence, c'est uniquement une histoire de motivation. On peut se former n'importe comment, n'importe où. Le CNAM existe depuis de nombreuses années, avec ses cours du soir et du week-end, les MOOC en ligne, on peut mettre un cycle de formation en entreprise, enfin il y a plein de choses. Donc oui, la compétence, c'est vraiment une histoire de volonté. J'ai envie de me former, je peux me former. Donc on en parlait tout à l'heure, c'est du sens. Il faut donner du sens à expliquer aux moins qualifiés pourquoi ils ont une nécessité à se former. Parce qu'ils vont ils vont se mettre en danger autrement. Et ça, c'est le rôle de tout le monde. C'est le rôle du dirigeant d'entreprise, c'est le rôle des acteurs de l'économie, c'est le rôle des élus, c'est le rôle de voilà. Donc, ravi que vous ayez pris cette conscience de la notion de compétence et de l'obsolescence des compétences. Je voulais intervenir, moi. Oui. Concernant l'automatisation, oui, il faut automatiser certaines tâches, mais on est quand même en grosse pénurie de main-d'œuvre qualifiée manuelle, telles que des maçons, des boulangers, des choses comme ça qui font souffrir nos entreprises locales et de proximité. Et il n'y a pas de solution, quoi. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas forcément de formation adéquate. Les jeunes arrivent sans vraiment de formation concrète et où ils peuvent travailler directement. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Alors, je vais prendre deux des exemples que vous avez pris, le maçon et le boulanger. Le maçon, il y a l'imprimante 3D pour faire les maisons, qui existe déjà, que les entreprises n'osent pas encore utiliser, parce que c'est peut-être encore un peu trop cher et pas encore totalement fiable, mais c'est juste une histoire de temps. Effectivement, il y a des métiers, poser des parpaings, est-ce que ça a une valeur ajoutée? Casser le dos de personnes, est-ce que ça a encore une valeur ajoutée? C'est une question qu'il faut se poser. C'est un vrai métier. Par contre, voir comment l'imprimante 3D peut prendre sa place et comment on peut faire des métiers qui feront que je ferai des choses que l'imprimante 3D ne fait pas, ou pas encore. Donc voilà. Le boulanger, j'ai pas de réponse. Effectivement, il en manque je sais plus combien de centaines de milliers en France. Et pour travailler dans des vraies boulangeries et non pas dans des stations de réchauffage, de mise en cuisson. Donc oui, c'est un vrai métier. Il faut qu'on préserve les boulangers. C'est une de nos patrimoines national. On perd un savoir-faire qui est énorme, quoi. Ouais, mais alors pourquoi il faudrait... Alors, c'est une question que je lance comme ça, mais vraiment, je n'ai pas réfléchi au sujet. Mais je pense que le frein, c'est se lever à 3 plombes du mat, ça intéresse plus les jeunes. Donc, est-ce qu'on pourrait pas faire du pain dans la journée? Oui, mais alors je suis totalement d'accord avec vous. Maintenant, faire changer les mentalités actuelles de la Fédération de boulangerie en disant on va peut-être faire du pain en journée, c'est compliqué. C'est très compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. On a des freins, résistance au changement. On ne change que quand on est obligé. La preuve, Covid est arrivé, on a changé. Ouais, exactement. Le pain, ça se fait la nuit, tout seul, dans son pétrin, et voilà, et c'est comme ça. Et c'est un beau métier. Pour avoir le pain frais le matin, croustillant et tout. Ouais. Je suis d'accord. Mais bon, je pense pas qu'en Bretagne, on va arriver à la maison 3D d'ici une décennie quand même. Hein. Elle est à Nantes, je pense. Ouais. Elle est à Nantes encore, donc elle n'est pas encore passée dans la vraie Bretagne. Ouais, je pense que ça met un peu de temps. Mais alors là, j'aurais dit oui il y a quelques temps, il y a quelques années. Mais aujourd'hui, il y a des déclenchements qui se font tellement vite que on n'est pas à l'abri qu'un jour ça puisse passer du jour au lendemain. Il suffit qu'il y ait un gros entrepreneur du bâtiment qui décide d'en acheter une et que voilà, il démontre que l'utilité, ça peut être très vite. Donc je pense que ça peut être très vite.
Mais c'est une histoire de déclenchement, il faut qu'il y en ait un qui lance le sujet. Maintenant, à Nantes, il y a des logements sociaux qui sont construits comme ça. Merci. Mais on est purement dans la résistance au changement. Oui, totalement, oui, mais c'est vrai qu'actuellement, c'est les difficultés qu'on rencontre et c'est pas forcément évident d'accompagner les dirigeants dans ce sens-là et de trouver quelque chose, quoi. Ça ralentit aussi l'économie parce que du coup, les choses vont pas aussi vite qu'on voudrait l'avoir, quoi. Tout à fait d'accord. Ah, on a une dynamique sur notre Finistère là, qui est grandiose et on manque de main-d'œuvre pour plein de trucs. Ça pourrait repartir, mais du tonnerre de Dieu. Et on manque de main-d'œuvre dans tous les domaines, du peu qualifié jusqu'au très qualifié. Et de matières premières maintenant. Et maintenant de matières premières en plus. Le bois et compagnie. Ah oui, c'est fou. C'est fou. On vit un monde très, très bizarre. L'adaptabilité, j'en parlais, il faut vraiment qu'on ait de la résilience et de l'adaptabilité. Hein. En tout cas, merci pour cet échange. Alors, je vais regarder dans les commentaires si on a eu des questions, mais a priori, je n'en ai pas vu. Il y a 3 personnes là ont dû quitter parce qu'elles avaient d'autres entretiens là, donc je leur ai répondu, donc elles étaient très très contentes de votre intervention et donc demandé d'avoir les supports, donc je leur ferai suivre ça bien sûr tout à l'heure et puis l'enregistrement que je récupérerai avec la webmastrice. Bonjour, Michel Roland, je voudrais intervenir sur justement la pénurie de main-d'œuvre. Oui. Aujourd'hui, je représente le groupement d'employeurs Iroise et on parle de plus en plus de partage de compétences. Oui. Et on est, nous, sollicités de plus en plus avec nos adhérents, justement, en fonction de cette pénurie de main-d'œuvre, sur comment mieux partager les compétences qui sont dans nos entreprises pour les mettre à disposition d'autres entreprises à des moments clés de leur production ou de leur réflexion. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous, Fabrice, vous pensiez et comment vous abordez cette partie de l'emploi sur le partage de compétences. Alors, je disais tout à l'heure justement qu'on allait pu être un seul métier, mais qu'on pouvait être plusieurs métiers. Et on peut être aussi plusieurs métiers dans plusieurs entreprises. Effectivement, on a un tissu économique Bretagne, mais dans tout, on va dire, les provinces françaises, où la majeure partie, faut savoir que sur la métropole de Brest, 95% des entreprises ont moins de 5 salariés. Donc, j'ai pas forcément les moyens de me prendre une fonction à temps plein. Donc effectivement, le partage de compétences est une chose en termes d'activité. Je peux travailler, développer, j'ai mes compétences que je peux mettre à disposition de plusieurs entreprises. Et puis il y a le prêt de personnel aussi. J'ai une activité qui est un petit peu en difficulté ou en calme en ce moment. J'ai des équipes dont je ne veux pas perdre les compétences, je veux qu'elles continuent à produire. Je peux les prêter à une autre entreprise. Voilà. Ça, c'est vraiment les possibilités de travail de demain. Les groupements d'employeurs, maintenant, ça fait près de 20 ans ou 15 ans que ça existe. Une vingtaine d'années. Oui. Une vingtaine d'années. Ça a été très précurseur et on voit la résistance au changement. C'est pas encore rentré dans les mœurs. Non. Alors que ça devrait normalement être une pratique que tout dirigeant d'entreprise devrait avoir dans sa caisse à outils. Parce que oui, j'ai du temps plein, du CDD, de l'intérim, du portage salarial, de la coopérative d'activité, du groupement d'employeurs, du prêt de personnel. On a des outils à notre disposition en quantité industrielle. Mais encore faudrait-il que nos dirigeants aient le temps de s'intéresser à ça et positionnent la ressource humaine comme une partie importante de leur métier. Or, on s'aperçoit en tout cas que les cadres justement qui ont une maturité professionnelle et qui souhaitent justement évoluer dans d'autres structures sont très à l'écoute du partage de compétences et travailler en mode projet sur plusieurs entreprises. Et là, de plus en plus, on est sollicité par des managers, des community managers, des marketeurs, même des commerciaux qui souhaitent apporter leurs compétences à plusieurs entreprises pour éviter une routine et pour avoir une liberté et une autonomie dans les entreprises. Vous avez un de vos confrères Vénétis à Vannes qui avait lancé à un moment le métier de RH partagé. Complètement.
Et c'était une de leurs spécialités, spécificités à un moment, parce qu'effectivement, il y a plein de PMI, PME qui n'avaient pas les moyens ou la structure pour avoir un RH à temps plein, c'était inutile, mais avaient des RH en temps partagé. Et ça, c'est une des super idées. Ça commence à venir ici. Bah, tant mieux, il faut qu'on en parle. Moi, je fais partie justement je suis manager de transition. Enfin, j'essaye de me lancer dans le management de transition. Très bien. Et, par contre, je trouve que c'est très, très peu développé sur la Bretagne, contrairement à Nantes, Rennes ou Paris ou ces eaux-là. Le Finistère, Côte d'Armor, Morbihan est beaucoup moins développé à ce niveau-là, quoi. Donc, les mentalités n'ont pas encore évolué et comment les faire évoluer dans ce sens-là, je sais pas. C'est ça le. Faut qu'on en parle. C'est le questionnement que j'ai. Nous, on en parle tous les jours sur le terrain, mais c'est vrai qu'il faut faire évoluer les choses et ça commence à produire ses effets sur le Finistère Nord, hein, le secteur dont on s'occupe à Iroise. Et donc, c'est vrai qu'on est vraiment à l'écoute de ça, du marché de l'emploi et justement des personnes qui peuvent apporter leurs compétences et que nous puissions partager sur plusieurs adhérents. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas oublier le processus, hein, c'est d'abord se faire connaître, après se faire reconnaître. Il faut faire connaître. On est dans cette phase-là où il faut qu'on fasse connaître au plus grand nombre tous ces dispositifs à disposition et Dieu sait qu'il en existe. Ah oui, complètement. C'est une solution différenciante, complémentaire de ce qui existe déjà et chacun a sa place. Bien sûr. Parce que souvent, c'est ce qui se passe de toute manière. Vous êtes embauché en CDI en tant que cadre, vous êtes embauché pour une mission, pour une amélioration, et puis au bout de 2 ans, on vous dit bon, bah, c'est bon, vous avez apporté ce qu'on attendait, voilà, on n'a plus besoin de vous, quoi. Donc, c'est vrai que ces notions-là de manager de transition, ça permet quand même d'avoir ce positionnement d'accompagnement et de passer un cap à une entreprise et puis après de passer à une autre entreprise au fur et à mesure, quoi. Donc c'est quand même, je trouve, intéressant comme projet. Ça apporte de la souplesse à l'entreprise et de la liberté au collaborateur qui le fait. Voilà. Et donc c'est là qu'on trouve le gagnant-gagnant. Ouais. Et je connais des consultants qui sont même en temps partagé comme ça et ça marche très très bien aussi. Ouais. Sûr. Oui. Mais vous vendez des compétences, on en revient au sujet. Le tout, c'est d'avoir les compétences à mettre à sa disposition. Oui, tout à fait. Compétences, expérience, ancienneté, parce que souvent, on retrouve plutôt des gens qui ont plus de 40 ans dans ces métiers-là. Et c'est vraiment une expertise et puis une rapidité d'exécution. C'est-à-dire qu'on arrive, on le fait tout de suite, quoi. On n'a pas un temps d'adaptation. On est opérationnel tout de suite, donc c'est vrai que quand il y a un changement rapide à faire, ben, on est tout de suite là, disponible, quoi. C'est vrai que c'est pas mal. Oui, tout à fait. Donc, comment développer ça, quoi? C'est la question. Si vous avez des réponses, je peux dire. Faut le faire savoir. Il y a peut-être un moyen, faut utiliser tous les réseaux possibles pour dire il y a tout un tas d'outils à mettre dans la caisse à outils. Et les lister, mais il y en a trop. Enfin, il y en a trop, non, il n'y en a jamais trop. Mais il y en a trop pour les dirigeants de connaître toutes ces dispositions-là. Voilà. Ouais. Merci. Merci. Une question ? Bon. Bah, écoutez, Anne-Marie-Laure. Hein. Oui, peut-être qu'on va pouvoir clore là. Et puis merci beaucoup pour votre intervention. Je crois que merci à vous, c'était très intéressant. Plusieurs des personnes qui ont quitté là ont laissé des commentaires très très positifs. Donc merci beaucoup à Monsieur Landois. Et puis maintenant le rendez-vous donc à ceux qui le souhaitent le mardi 18 mai, ce sera la Matmut qui interviendra sur la responsabilité du chef d'entreprise. Voilà. Si vous deviez avoir encore une question complémentaire, vous me retrouvez sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Posez-moi des questions, je répondrai avec grand plaisir. D'accord, je ferai suivre si des questions arrivent sur mon adresse mail. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée à tous. Voilà, bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.